Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu veux supporter le podcast, la meilleure façon, c'est le www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant, mais où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Et pendant les 6 premières semaines, si tu l'écoutes en vidéo, ben il n'y a aucune pub YouTube. Et justement, le YouTube, si tu n'es pas abonné à la chaîne, ben abonne-toi. Si tu as aimé l'épisode, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Sinon, il y a le cédricbergeron.com qui est mon site internet où tu vas avoir accès à tous mes réseaux sociaux, à la merch au parloir. On a des t-shirts, des hoodies et à tout ce qui a trait à ma carrière d'humoriste. Donc, les spectacles à venir, les billets, etc. Aujourd'hui, Isabelle Saint-Sauveur. Isabelle, autrice de 2 romans qui relatent sa vie. Donc, on a L'Enfer d'une fille de rue, qui est son premier roman, qui est pas fantastique. Ça raconte son histoire. Et tu as le début du calvaire d'une jeune femme qui explique justement le premier roman. Pourquoi, comment elle s'est rendue là. C'est super intéressant. Écoute, à l'âge de 16 ans. En fait, ça commence même à 14. 14, elle fugue, rencontre quelqu'un. Elle se retrouve en centre d'accueil. À 16 ans, elle sort de centre d'accueil. Ça prend 6 mois de passer à une fille qui sort d'un centre d'accueil, qui s'en va vivre avec son père, à devenir une junkie itinérante. 6 mois à l'âge de 16 ans. Première shot, premier fixe, premier client. Ça a été instantané. Le premier fixe a été gratuit. Elle a demandé combien ça coûte. On lui a dit 20$. Puis on lui a expliqué que rapidement, si elle allait sur le coin de la rue, les 20$, ça allait être facile à faire. Ça en est suivi 6 ans d'enfer. Il y a eu de la réinsertion, il y a eu de la rechute. Et ça finit avec une belle histoire qui aurait pu vraiment mal finir. Podcast important et surtout hyper intéressant. Encore une fois, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. L'épisode d'aujourd'hui est entre autres une présentation des nouvelles boissons énergisantes Spark. Tu veux rester focus, voir le son, entendre les couleurs, mais rester à jeun? Ben Spark, c'est la solution. En fait, c'est une révolution dans le domaine des breuvages avec la technologie Zoom XR, qui est une caféine à libération lente. Ça fait quoi? Ça fait que quand tu vas avoir fini ta canette, tu n'auras pas le cœur qui va te débattre, puis tu vas être focus toute la journée, parce que la caféine va s'en aller dans ton système pendant toute la journée. Ils n'ont pas rajouté de sucre, ils n'ont pas rajouté de colorant. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ben, de l'amour, des minéraux et des vitamines. C'est un produit québécois fait de chez nous, par du monde de chez nous, pour du monde de chez nous. Disponible dans tous les shops santé à travers le Québec, au shopsanté.ca ou au sparkenergydrink.com. Isabelle, finalement, oui. C'est pas la première fois qu'on s'essaye. T'es vraiment pas de la région. On est dans la grande région de Montréal. T'es de la Gaspésie. Donc, la dernière fois qu'on était supposé te voir, tu revenais de voyage et... Pas mal fatigué. Pas mal fatigué, fait que c'est ça. On a reporté. Là, t'es en ville pour la semaine, fait que on a sauté sur l'occasion. Premièrement, merci d'être là. Je pense que t'as un gros parcours, t'en as beaucoup à dire. La preuve, c'est que j'en ai parlé dans mon intro. Il y en a 2 livres. Un troisième un jour? Oui, ouais. Mais ça ne parlera pas de moi. Ah. Ça va être d'autres femmes avec des parcours inspirants. Parfait. On aime ça. On en reparlera un autre ultérieurement. Peut-être pas peut-être notre première, mais pas notre dernière rencontre, qui sait. Fait que je vais faire avec toi comme je fais avec tous mes invités. On part du début, on part de la base. Isabelle, t'es née dans quel coin? Quel genre de famille? Puis on échelonne ça jusqu'à aujourd'hui. Et je m'appelle Isabelle Saint-Sauveur, puis je suis née à Saint-Sauveur. Ah. Ça fait rire bien des gens. J'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. J'ai grandi dans un environnement très modeste, là, je te dirais, la pauvreté, l'aide financière de dernier recours. Ma mère, c'était une des premières divorcées, début des années 80. On était beaucoup pointés du doigt dans le quartier où on vivait, à Châteauguay. Ça a été difficile
ce bout-là de ma vie, ça a commencé difficilement, mettons, avec la pauvreté financière, mais aussi la difficulté de socialiser parce qu'on était dans un beau quartier, mais on vivait d'aide sociale, donc on n'était pas invités à jouer chez les petits amis, moi puis ma sœur. OK, vous étiez un peu les exclus du quartier, mettons. Oui, j'ai vite compris que je n'étais pas comme les autres. Ça a été difficile parce que je ne savais pas ce que j'avais de pas comme les autres. Tu sais, quand j'avais 5, 8, 10 ans, je ne savais pas que ma mère vivait d'aide sociale. J'ai compris ça plus tard comme adulte, là, tu sais, mais quand j'étais enfant, tout ce que je voulais, moi, c'était jouer avec les autres dans le cours d'école. Puis je comprenais pas pourquoi je n'étais jamais choisie pour jouer au ballon chasseur. Pourtant, j'étais super bonne, mais ça a fait ça aussi. Ça a fait que j'ai tout le temps eu envie de performer puis de faire plus, tu sais. Puis je me suis beaucoup plus... De faire remarquer... Ben, qu'on me voie, là, tu sais, que je puisse être intéressante à quelque part. Puis finalement, je suis devenue bonne à l'école, ce qui n'a pas du tout aidé à me faire des amis parce que là, j'étais le chouchou du prof. Ça, c'est ironique, hein? Tu sais, c'est comme... T'es bon dans les sports, t'es populaire, mais si t'es à chier à l'école, t'es bon à l'école, t'es pas populaire. C'est comme... tu sais... En plein ça. La plupart du monde qui sont bons à l'école, en sport, c'est drôle, plus tard, rarement ceux qui deviennent des bonnes personnes. Non, je généralise, mais c'est juste, je trouve ça fou comment que la nature des jeunes est faite. Et puis, écoute, j'étais là, moi aussi, là, je ne blâme pas personne. J'étais pas un enfant mieux que les autres, là, loin de là. Ben, je pense que quand on est enfant, tout ce qui est différent, on le comprend pas. Fait qu'on se regroupe avec ce qu'on comprend puis qui est pareil comme nous autres. Puis moi, j'étais une pas pareille, puis j'étais encore une pas pareille aujourd'hui. C'est correct. Oui. C'est faux. Des moutons, puis des toutes pareilles. Là. Moi, quand je vois des fois juste des rues, tu rentres dans une rue, une nouvelle construction, puis il faut que tu regardes ton adresse pour trouver ta maison parce que toutes les maisons se ressemblent. Moi, j'aime ça quand ça clash, moi aussi. J'aime être un humain différent des autres. Moi, je pense que c'est une qualité en soi. Tu dis beaucoup, ma mère vivait d'aide sociale avec ma mère, tout ça. C'est une première divorcée. Y a-tu une relation avec ton père à ce moment-là ou... oui, très peu. Une fin de semaine sur 2 quand il peut. Il travaillait beaucoup pour payer sa pension alimentaire. Fait que, il a été présent. Okay. On avait été comme... Il y avait juste avec mon père qu'on faisait des activités, qu'on allait à la ronde ou à l'aquarium. Tu sais, il s'est beaucoup occupé de nous faire découvrir, mettons, la vie. Parce qu'il était financièrement plus à l'aise que ta mère. Ouais. Donc, puis tu essaies de te reprendre un peu vu que t'es... Ben, j'imagine. Ou t'es kid d'une fin de semaine sur 2, tu essaies de... Je voulais faire ça spécial. Ouais, j'ai vu que ça, moi aussi, les activités que je faisais étaient plus souvent... moi, c'est le contraire, mais c'était avec ma mère parce que mon père qui avait ma garde. Donc, tu sais, c'était avec ma mère, j'allais au cinéma, tu sais. Mais avec ma mère, j'étais tout seul. Chez mon père, on était 3. Ouais. C'est sûr que j'avais toute l'attention, moi, une fin de semaine sur 2. Du temps de qualité. J'étais le prince. Oh! Fait que le primaire, tout de même se passe quand même bien ou... Oui, non. C'est-à-dire que quand je rentrais au secondaire, je me suis dit qu'il n'y aurait plus personne qui me bousculerait dans le cours d'école. Fait que c'est moi qui est devenu plus tough. Je voulais être plus tough que les toughs. Je suis rentrée dans les cadets, puis j'ai fait l'introduction avec le H puis le pot. Il y avait plus de H dans le temps, là. Mais c'était ça, tu sais. C'était comme, OK, eux autres, ils se tenaient dans le bois. C'était plus ma vibe, dans le fond, de je sais pas trop, là, construire des cabanes, être dans le bois. C'était plus tomboy que petite fille au ruban rose, mettons. J'étais un gars de la gang. OK. Fait que je me suis pas posé 2 questions. Il y a un joint qui a passé, puis j'ai fumé avec eux autres, puis ça a vraiment... moi, j'ai trippé, là. Le premier joint que j'ai fumé, c'était comme... je sentais plus de légèreté, tu sais, tandis qu'à la maison, c'était lourd. C'est ça, j'avais pas beaucoup d'amis. Fait que là, rendu au secondaire, là, je sentais que, OK, ça peut être le fun. Je peux avoir des chums, puis on peut avoir du fun. On jouait à Dungeons & Dragons sur une île, tu sais, c'était tout du fantastique. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup imaginé. Fait que je me sentais enfin, comme un gars de la gang, mais j'avais des amis, tu sais, puis ça fonctionnait. Puis là, ma mère, 1 an après, elle m'annonce qu'on déménage de Châteauguay à Valleyfield, qui est comme à 1 heure de route de là. Puis ça, là, ça a été comme le crash avec ma mère de dire, mais ça se
peux pas que tu m'arraches à mes amis. C'est la première fois de ma vie que j'avais des amis. J'ai 14 ans, puis là, tu m'arraches ça. Là, c'était comme... Tu commences à te former, toi, à te former ton cercle, parce que souvent, c'est ça, j'explique ça à mes filles, moi, qui sont en 5e année, je suis comme, tes amis du primaire, là, c'est pas important. Oh, elle me dit qu'on n'était plus amis aujourd'hui. Calisse-toi-en. C'est au secondaire, tu vas te faire des vrais amis. J'essaie, mais c'est ça. Fait que tu es en train de te former, toi. Tu forges ton caractère, tu forges qui tu es. Je trouvais ma place dans le monde. Puis là, elle me disait, non, on s'en va. T'sais. Fait que rendu à Valleyfield, je me suis ramassée. On dirait qu'on se reconnaît vite, là, les tannants. Là. Fait que là, je me suis retrouvée avec plus de tannants que quand j'étais à Châteauguay. Puis ça a commencé à chauffer pas mal rendu là. C'est-à-dire? Bien, là, je voulais plus être bonne à l'école parce que mes amis trouvaient ça niaiseux que je sois bonne à l'école. Fait que je me suis mis à envoyer chier mes profs, à ridiculiser mon prof d'anglais parce que je parlais mieux anglais que lui. Fait que là, tout le monde dans la classe riait. Puis j'ai comme compris que je pouvais avoir un impact, je pouvais faire rire le monde, que je pouvais être plus que juste la petite dans le fond de la cour qui a personne qui veut parler avec. Là, t'sais. Fait que j'ai comme drivé sur ce feeling-là que le monde m'aime puis que le monde me... Tu trouves cool. Ouais, c'est ça. Je t'ai rendu cool. Je pouvais envoyer promener le monde. Puis là, ben, je réalise aussi que d'avoir une réputation de cool, ben, il faut que ça se nourrisse. T'sais. Fait qu'il faut tout le temps que tu vas un petit peu plus loin que la fois d'avant. T'sais. Fait que là, on commence à faire déborder les toilettes dans les toilettes de filles. On commence à mettre le feu dans les poubelles. Toutes sortes de niaiseries de petite fille de secondaire 2 là, qui veut juste se faire remarquer. Puis je me fais expulser de l'école à la semaine de relâche parce que même le directeur ne sait plus quoi faire avec moi de toutes mes réactions puis mes attitudes. Puis dans le fond, tout ce que j'ai de besoin, c'est comme cet amour-là des gens puis cette reconnaissance-là où j'ai vraiment l'impression d'avoir ma place dans le monde, contrairement à tout mon primaire. Puis il y a des joints qui continuent de se fumer au travail de ça. Oui. Puis t'sais, ça a resté pas mal ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais ça a vraiment, le gap s'est fait pas longtemps après que je me suis fait expulser de l'école. Moi, j'avais 14, j'ai rencontré un gars de 19 ans, puis il était punk, il était beau, il m'a dit qu'il m'aimait. Fait que là, j'étais prête à vivre d'amour et d'eau fraîche, littéralement. Là, on vivait dans un 1,5, pas de drap sur le lit. Il faisait fret en octobre. Ta mère, elle t'a laissé comme partir? Non, okay. non. Je suis partie sans rien dire. Je savais même pas que c'était une fugue. Pour moi, c'était juste comme, je veux plus être chez nous, je veux être avec lui. Je m'émancipe. Émancipe. Oui, c'est ça. Je suis comme émancipé, ça se dit. Émancipe, ça se dit aussi. Ben oui. Ça doit se conjuguer. Sinon, on vient de créer quelque chose. Là. Puis pour toi, tu deviens une adulte. Là. Dans ta tête, ouais. C'est ma vie de femme commence à 14. Oui. Je suis en amour, puis je veux prendre soin de lui, puis il prend soin de moi. Puis finalement, on se ramasse à voler un char d'un concessionnaire, puis voler de l'essence de Valleyfield jusqu'à Saint-Pascal de Kamouraska. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, proche de Rivière-du-Loup. Et puis, on se fait arrêter en sortant de la station d'essence. Puis, il y a un policier, tu sais, qui veut faire réaliser de la gravité de la situation. Là, moi, c'est juste, j'aime Pierre, puis je suis Pierre, tu sais. Puis, il m'amène le voir. Fait que lui, vu qu'il est adulte, il est détenu derrière des barreaux, tu sais. Puis vraiment, là, la porte coulissante en barreaux. Puis moi, je suis dans un bureau parce que je suis mineure. Puis il m'amène le voir, puis il me dit, regarde, la fille, si tu continues dans cette direction-là, c'est toi qui vas se retrouver en arrière des barreaux un jour, tu sais. Puis moi, ça a juste comme nourri mon romantisme d'adolescente de 14 ans, là. Puis j'étais comme Roméo et Juliette, un amour qui se peut pas, là. C'était, tu sais, il y a vraiment un film dans ma tête, là, qui avait pas de bon sens. Puis ça a été ma première nuit au centre d'accueil. Ça a été la suite de cet épisode-là. Ils ont envoyé des transporteurs me chercher au poste de police, puis je me suis retrouvée dans une ancienne prison à Québec, que je me souviens plus du nom, Diouville, place Diouville. Puis j'ai passé ma première nuit en centre d'accueil après ça, parce que là, j'étais devenue une délinquante incontrôlable, puis qui, clairement, n'avait pas l'intention d'arrêter. Première nuit qui a duré combien de temps? 2 ans.
Ta mère, t'as-tu des nouvelles? Elle vient-tu te voir? Essaies-tu de venir te chercher? Est-ce qu'il... Elle pouvait Ou ton pas. père, ou je sais pas, tu sais, y a-tu quelqu'un qui... Mon père il a été présent pendant le placement. Tu sais. Ma mère, je pense qu'elle a plongé dans une grave dépression de perdre le contrôle, perdre le contrôle de la situation de ses enfants. Puis elle n'avait pas plus les moyens non plus parce que les centres jeunesse, ça marche par territoire. Fait que j'étais placée à Saint-Hyacinthe, qui est quand même une bonne heure de Valleyfield. Pas de véhicule, pas d'argent pour y aller. Puis, fait que... on a signé des mesures volontaires pour 30 jours, puis après ça finit plus. Là. Tu passes à la cour, puis c'est tout le temps remis. Puis... Ouais, c'est malheureusement pas la première qui me parle de mesures volontaires pour 30 jours ou un an. Tu sais, j'en ai eu une qui me dit j'ai signé pour un an, puis après ça, j'ai voulu retourner, puis elle a eu la bonne surprise que sa mère a fait ben non. Tu sais, ça te fuck une ado, là. Oui. Parce que, tu sais, aujourd'hui, comme adulte, avec le recul, je comprends que j'avais besoin d'être arrêtée. Mais à ce moment-là, ce que je ressens, c'est de l'abandon. Là. C'est comme, tu sais, mes parents m'aiment tellement pas que finalement, ils vont me laisser là, dans un centre d'accueil où je suis obligée de vivre avec 11 autres filles, tu sais. 12 adolescentes hormonées, là, c'est pas super. Mais c'est ça se passe comment de 14 à 16 dans un centre d'accueil? C'est d'être exposé à des filles qui ont des problèmes psychiatriques puis qui s'ouvrent les poignets à l'heure des douches. Il y en avait une qui se ramassait en isolement régulièrement, fait que de voir des gardes de sécurité venir faire des contentions à une petite fille de 13-14 ans. Il y a tout un univers que tu t'imagines pas que ça existe. Tu sais, quand j'avais 14 ans puis que j'allais à l'école, avant d'être placée, là, je n'avais pas d'autres soucis que ça dans ma vie. Là, Ouais, Châteauguay puis Valleyfield, tu sais, t'es quand même dans un petit cocon, là, tu sais, Oui. assez confortable, disons. C'est ça. J'ai jamais été vraiment exposée à de la violence. Puis là, je me retrouve en centre d'accueil, puis là, je suis exposée à de la violence, je suis exposée à des comportements d'autres personnes que je comprends pas, puis que je sais pas ce que moi je fais là. Tu sais, puis les éducateurs qui essayaient de me dire que j'avais des problèmes de comportement parce que j'étais en réaction, parce que j'avais pas appris à m'exprimer, ni besoin ni limite. Bien, je ne sais pas, moi, c'est quoi être en réaction. Fait qu'il y a comme tout le vocabulaire des adultes qui me parlent puis qui me disent « Coudonc, tu nous prends-tu pour des cruches? Tu sais, t'es brillante, là, arrête de nous niaiser. » Bien, je suis peut-être brillante à l'école, mais je sais pas c'est quoi tu t'attends de moi, tu sais. T'as pas l'intelligence émotionnelle de comprendre ce qui se passe. Là. Zéro puis une barre, parce que chez nous, il n'y en avait pas d'émotion, là. Ça s'exprimait pas chez nous, là. Pendant ces 2 ans-là, est-ce qu'il y a de la fugue puis de la conso? En masse. Pierre, il est sorti de prison, puis il est venu me trouver au centre d'accueil. Fait que je me suis sauvée. J'ai fugué 2-3 fois. Fait que là, ils m'ont mis en sécuritaire, parce qu'au début, j'étais en milieu ouvert, fait que la porte n'était pas barrée. Là, ils m'ont mis en sécuritaire. Fait que là, je pouvais pas sortir. Quand on allait dehors dans la cour, il y a des barbelés au-dessus de la clôture. C'est comme une école, mais il y a des barbelés au-dessus de la clôture. Tu sais, c'est comme tout une coupure avec le monde extérieur. Puis j'avais vraiment l'impression que tout ce qui existait, c'était ces années-là du centre d'accueil, puis que je sortirais jamais de là parce que je comprenais qu'il fallait que je fasse ce qu'ils me demandent pour pouvoir finir par sortir. Mais ce qu'ils me demandaient, je le comprenais pas. Puis c'était ça, c'était d'apprendre à m'exprimer au lieu d'être en réaction puis d'exploser à tout ce qui faisait pas mon affaire ou que je me sentais menacée, tu sais. J'ai envie de te poser la question sur Pierre. Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Là. Je Oui. sais pas si t'es à l'aise. Bon, on va garder ça à Pierre. Là. Mais parce que tu te dis à un moment donné, je l'aime, il m'aime, je prends soin de lui, il prend soin de moi. 19, 14, est-ce que ses intentions sont réelles? Sont-tu bonnes? Non, OK. Aujourd'hui, je le sais. Puis la première fois que j'ai été exposée à de la violence conjugale, c'était avec Pierre. Je me suis tendu les cheveux blonds, il n'a pas aimé ça, il m'a crissé une claque dans la face. Tu sais. Ben, c'était pour la petite fille qui avait grandi sans me sentir aimée. Quand il me disait « je t'aime », ben, je le croyais, puis j'étais pas capable de faire la part des choses entre ses actions puis ses paroles. Fait qu'il me disait qu'il m'aimait. Fait que je l'aimais, il m'aimait. Mais
aujourd'hui, tu sais, parce que j'ai des enfants aujourd'hui, tu sais, puis je voudrais pas qu'un gars de 19 ans tourne autour de ma fille quand elle avait 14 ans. Là, c'est comme, va t'en trouver une de ton âge que tu n'auras pas le contrôle dessus. Là, j'étais comme hyper naïve. Mes filles à 14, s'il y a un gars de 19 qui s'en approche, j'ai l'impression que je vais devenir invité à mon propre podcast. Mais tu restes avec lui de 14 à 16 pendant que tu es là. Il est-tu toujours présent dans ta vie? Ou, Non, c'est ça. Quand je me suis retrouvée en sécuritaire, il ne pouvait plus avoir de contact. Puis quand j'ai fugué la dernière fois, je ne l'ai pas retrouvé. Fait que OK. ça a fini là. Puis dans le fond, j'ai fini par sortir de ce centre d'accueil-là. Puis je suis partie vivre chez mon père à Montréal. OK. Mais là, je sais pas, là, les gens qui regardent le podcast, là, ceux qui ont grandi, ça Rive-Sud ou dans un petit patelin, là, puis tu te retrouves à 16 ans, après 2 ans enfermé en centre d'accueil. Là, je me suis retrouvée à Montréal, bar open à l'école, la drogue, tous les gars. J'avais pas assez de... J'avais aucune limite, tu sais, je voulais tout voir, tout faire, tout expérimenter, puis c'est là que ça a commencé à dégrader. Tu sais. Je suis allée vivre chez mon père en juin, à la fin des classes, puis en janvier, j'étais itinérante à Montréal, tu sais, fait que ça a pris comme 6 mois, puis j'étais comme complètement... À 17? À 16 ans. OK, moi, Ouais. pas dans ma tête, c'est 6 mois plus tard, tu étais rendu à 17, mais on ne s'astinera pas Non, pour... c'est ça. J'ai eu 16 ans le 1er juin, puis OK. le 25 juin, j'allais vivre chez mon père, puis en janvier de l'année qui a suivi. OK. Là, je veux que tu m'expliques ce qui se passe dans ces 6 mois-là, parce que si tu passes je sors de centre d'accueil, mon père m'accueille chez lui, et 6 mois plus tard, je suis itinérante dans la rue à 16 ans, ça se dégrade fort, mais ça se dégrade vite, c'est un esti de temps, là. Oui. Tu sais, le désir que j'avais de tout vivre puis d'être plus tough que les toughs, ça a tout le temps resté avec moi. Je vais te prouver, tu sais. Puis il n'y a jamais eu de femme patchée, là. S'il y en aurait eu une, ça aurait été moi la première. OK, là, toi, Moi, là, je décide que je veux une carrière, que je veux défoncer toutes les limites. C'est fini. Il n'y a plus personne qui va me dire à quelle heure brosser mes dents, prendre ma douche. Fait que je sors... Je suis chez mon père, je vais à l'école. J'ai vu un gars se faire poignarder dans le cours d'école. Il y a de la dope, tout ça. Fait que moi, je décroche complètement. Je sors d'un bar la fin de semaine. Puis un soir, je me fais carter. J'ai juste 16 ans. Fait que je me fais virer de bar. Puis la fille, en arrière de moi aussi, elle se fait virer de bar. Puis elle dit « Ah, ben, je connais une place qu'on peut aller, puis on aura du fun à soir. » Je dis « Parfait, je te suis, tu sais. » Puis elle m'a amenée au Harvey's, au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Là, on est en 91. Mm-hmm. Puis, rendu une belle pro aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Si mon Montréal est encore bon, là, mais... Puis, il y avait une gang de punk, là, puis c'était un Harvey's, parce que les hamburgers coûtaient 99 cents dans le temps. Puis, c'est ça. Fait que je suis arrivée là, puis première soirée, c'est de la mescaline, puis 2-3... c'était la dope des punks, ça, au début des années 2000. Je me dis, on est dans ces eaux-là, peut-être même fait 90. Début 90. Début 90. 91. Elle venait de Québec. OK. Elle était bonne. Ça, tu sais, ça a comme juste... je me suis tout de suite identifiée au punk parce que c'était comme fuck tout, fuck the world, fuck les adultes, comme je veux juste faire ce que j'ai envie de faire, puis je le fais. Puis il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... Ça correspondait tellement au sentiment intérieur que j'avais après avoir été enfermée pendant 2 ans, tu sais. Puis mon père, j'y ai comme juste pas donné de chance, là, parce qu'il m'a accueilli chez eux. Il a viré sa vie de bord pour m'accueillir chez eux, puis tout ça, là. Puis... Mais j'étais plus là. Il était comme trop tard. C'était... Mais dis-moi si je me trompe, mais tu sais, de ce que je connais de la communauté punk, si je peux dire ça comme ça, tu sais, ce qui est très peu, mais tu sais, c'est très foxy, c'est très libertin, il y a beaucoup de consommation, mais ça me semble que c'est pas beaucoup criminalisé, par exemple, de ce que je connais. Me semble j'ai pas en mémoire l'univers punk, autre de peut-être voler pour consommer des trucs comme ça, mais toi, tu tombes pas sur une gang comme ça? Ben oui, je tombe sur cette gang-là. Puis en fait, même que les punks à l'époque, ils se shootaient pas, tu sais. Fait que quand l'opportunité est venue, qu'on m'a présenté la coke par injection, j'ai dit oui. Je me suis pas posé 2 questions. Puis j'ai comme, par la force des choses, j'ai quitté le monde des punks pour devenir une fille de la rue Ontario Dufferin. Tu sais, c'était...
parce que les punks se shootent pas. T'sais. C'était pas assez pour toi, ça prenait plus. Je voulais aller au bout de tout. Je voulais pas mourir, tu sais. J'avais pas envie de mourir. Mes parents, les adultes étaient comme, mais voyons, Isabelle, tu sais, tu vas crever si tu continues. Mais c'était pas ça, mon sentiment. C'était juste de toujours dépasser les limites, d'aller plus loin, de tout vivre. Parce que ton père, chez qui tu vis, puis il arrive pas à te garder, il arrive pas à t'accrocher, il arrive pas à... Tu t'en fous, tu pars pareil, puis peu importe Je si suis t'aurais dit... déclarée en fugue. Ma photo a passé dans le journal. Mais, tu sais, les années 90, c'était aussi la guerre des motards, là, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, les policiers de Montréal, pour s'occuper des jeunes filles en fugue à l'époque, là. Il se passe quoi à partir du moment où tu découvres la cocaïne par injection? À 16 ans et demi? C'est... je le décris dans mon livre. Tu sais, moi, ma première expérience avec la coke, là, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans toute ma vie. Tu sais. Puis encore aujourd'hui, je te dirais, là, c'est une expérience... Le premier, c'est... Le premier, c'est l'enfer d'une fille de rue. Ça, c'est le premier que tu as écrit. Qui est vraiment plus ton histoire. Ça, là, ça start, je suis dans la rue, puis je consomme, j'ai 16 ans, je raconte c'est quoi le milieu de la rue à Montréal dans les années 90, puis mon parcours pour m'en sortir. Puis on va y revenir, mais je suis juste curieux. Puis le deuxième, le début du calvaire d'une jeune femme. Là, je viens raconter qu'est-ce qui m'a amené vers la rue. Là, je te le raconte vraiment rapidement, mais il y a des événements plus précis qui ont fait que je me suis comme construit dans cette révolte-là que je te raconte. Moi, je veux rien savoir de la société que les adultes ont préparée pour moi. Là. Je veux juste comme fuck tout, fuck the world, puis je veux tout faire. C'est pas juste que tu as ça en toi. Là. Il y a des événements qui ont fait en sorte que si on veut les apprendre... On va lire le livre. On va lire le livre. Toutes les descriptions pour acheter les livres vont être... pas les descriptions, les liens, ça va être dans la description. Donc, 16 ans et demi, tu découvres ça. Puis c'est extraordinaire l'expérience que je vis, tu sais, puis... J'ai l'impression que je vais te couper beaucoup, mais je suis désolé. Correct, mais tu sais, tu le dis comme ça... par rapport à ce que toi, ça t'a fait à ce moment-là, et zéro, là où ça t'a mené, clairement, c'était pas bon. Fait que, tu sais, juste pour... T'es pas en train de glorifier, de dire « Fais ça! » Moi, ça a été malade, mais le premier feeling l'est. Mais ça. À long terme, ça finit par être la cause des amendes. Mais la deuxième l'est plus, là. Ça devient une course sans fin d'essayer de revoir la première expérience que j'ai jamais revécue après, tu sais. Puis, ouais, merci de recadrer. Je veux pas. Non, c'est ça. C'est pour ça. C'était quasiment comme Christ, t'essaieras ça, c'est pas pire. Non. Mais à mon âge, à 16 ans, puis avec le sentiment d'avoir une vie de merde à 16 ans qui fait aucun sens, quand j'ai consommé pour la première fois cette poudre-là, ça m'a donné le sentiment que il n'y en avait plus de limites. C'était plus juste comme moi qui cherche à plus avoir de limites. Il n'y en a pas de limites. J'ai déconnecté pendant je ne sais pas combien de temps. À 16 ans et demi, tu dis on me propose ça. Oui. Une shot gratis, c'est quelqu'un qui te le propose, il te fait payer pour ou... Moi, j'ai couru après l'amour. J'ai couru après l'amour. Puis dans le fond, c'est ça qui raconte mon deuxième livre. C'est pas que je veux laisser les gens sur leur soif, mais ce que je souhaite partager avec mes livres, là, c'est de dire il faut faire attention à nos petites filles. Les petits gars aussi, mais je peux pas parler des expériences des petits gars, là, mais les petites filles qui ont le sentiment d'avoir manqué d'amour. Ça, c'est important. Ça veut pas dire que je n'ai pas eu de l'amour, mais j'avais le sentiment d'en manquer. J'ai grandi avec pas d'amis. J'ai cherché ce contact-là, cette validation-là dans les yeux des autres. Fait que j'ai couru après l'amour tout le temps. Puis le gars, il était beau. Il dit « T'en veux-tu un? » Ben oui, j'en veux un. Merci. J'ai relevé ma manche. Il me l'a fait. Puis c'était tout, là. 20 minutes après, à peu près, là, je dis 20 minutes, mais j'ai aucune idée combien de temps ça a duré. J'ai demandé combien ça coûte. Puis il m'a dit, c'est 20$. J'ai dit, Chris, ça va être long à quêter, ça, 20$. Ben, il dit, tu peux aller sur le coin de la rue, là, tu vas voir, il y a un char qui va arrêter, puis c'est pas long de faire 20$. Là. Puis je suis allée faire mon premier client, direct de même. Oh, shit! Une injection, un client, bang, c'est devenu ma vie pour les 7 années après.
Tabarnak! Une injection, premier client. Oui. Instantanément. Je voulais plus vivre rien d'autre que ça, cette première expérience-là, avec la coke. Mais à 16 ans, 16 ans. Je le mets en parenthèse, mais de ton propre choix, Oui, mais c'est tu ça. vas faire un client. Oui, Parce que je me doute, je veux dire, c'est ta vie aussi, je ne veux pas rentrer dans les débats de la vie sexuelle d'une adolescente non plus, mais tu sais, je me dis, si à 14, tu fréquentes un gars de 19, tu étais déjà active, là. Oui. oui, j'étais déjà Fait que active avant ça. Puis, 3-4 mois avant, quand j'étais avec les punks sur Saint-Laurent, on riait des filles sur le coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Là, moi, je pouvais même pas m'imaginer qu'une femme pouvait vendre son corps, puis pour reconsommer de la coke. Quelques semaines plus tard. Oui. J'étais comme, ah ouais, go, je vais y aller. Sans rentrer dans les détails, comment tu te sens après avoir tu fais ton premier client là, de ton choix, là? C'est arrivé comme tu as dit. Il t'a dit, va sur le coin, ça sera pas long, il y a un char qui va arrêter, c'est ça qui est arrivé. Oui. T'es embarqué, t'as fait une passe de char, genre, si on peut... On s'est parqué dans un petit coin noir, puis Faites ce qu'il y avait à faire. 20 puis... piastres, back chez le pusher. Puis... Ça a été mécanique, t'es capable de mettre ton cerveau à off ou l'envie de tout ça a été tellement forte, instantanée, que t'as fait mancolis, là? Bien, le cerveau n'était pas à off. J'étais dégoûtée de ce que j'étais en train de faire, puis je le continuais parce que j'avais le 20 piastres dans mes poches, puis... Fait que c'est devenu tranquillement, pas vite, correct. Je sais pas comment le cerveau fonctionne. C'est devenu une mécanique. Oui. Ouais. Comme quelqu'un qui travaille dans une usine puis qui peut faire sa job en se fermant les yeux parce qu'il ne trippe pas, mais il a fait, puis c'est ce qui me paye, puis tout, c'est un peu ça. Sauf que, on va dire, c'est plus rough que n'importe quel petit job d'usine. Ma comparaison est un peu médiocre, mais façon de parler. Là. Tu veux dire. Ouais. Puis, mais je pense que la dépendance de vouloir consommer à n'importe quel prix, c'était le désir sincère de fuir tout ce que je ressentais, que je vivais, que j'avais pas le goût de mourir. Tu m'aurais demandé, veux-tu mourir? Je t'aurais dit non. Je suis bien heureuse. Pas du tout. T'étais pas bien, t'étais pas heureuse pareil, mais t'avais pas envie de mourir pour autant. Non, j'avais pas le mal de vivre, mais je me détruisais à n'importe quel prix. À 16 ans, avais-tu l'air d'une fille de 16 ans? Ah oui. Ah oui. Fait que... Ah oui. Puis, il y en a encore, là. T'sais, on est conscientisé aujourd'hui, là. Je dirais que dans les années 90, c'était un petit peu plus rare, là. On ne peuplait pas toutes les maisons de thérapie pour adolescents. Ça commençait à l'époque. Mais les jeunes filles, encore aujourd'hui, on va te promener sur Ontario, au coin de Dufferin, là. Il y en a des petites filles de 14, 15, 16 ans. Les filles qui sont placées en centre jeunesse, là, qui fuguent puis qui se retrouvent à Toronto pour danser, là, ils ont ça 14, 15 ans, là. Il y a une clientèle pour ça, puis il y a du monde pour s'occuper de les trouver. C'est une gang de rats. Moi, c'est ça. Je suis pas capable. Je suis pas capable. L'exploitation sexuelle des femmes, c'est pour ça que je veux dire, on peut-tu faire attention à nos petites filles? On peut-tu les entourer, les aimer, leur apprendre à se protéger, à apprendre à dire non, à se nommer? On peut-tu être... Les Africains, ils disent que ça prend un village pour élever des enfants. Ils sont où, nos villages? On est tous chacun... Je m'en mêlerai pas, c'est chez le voisin. L'individualisme est à son paroxysme en ce moment. Vraiment. Vraiment. Mais ces petites filles-là, là, c'est les filles de quelqu'un, c'est les sœurs de quelqu'un. Loin de moi l'idée de vouloir être négatif, mais je te remets dans le contexte. S'il y avait un village qui avait voulu t'aider quand tu avais 16 ans, t'aurais-tu laissé le village t'aider? Bien, il aurait fallu qu'il m'aide puis qu'il aide ma mère quand j'avais 4 ans. À base, qui était débordée. Parce qu'une fois tout rendu là, il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Tout le monde a voulu m'aider. Mon père, le juge de la Cour de la jeunesse, j'ai tout envoyé chier. J'en voulais pas de cette aide-là. J'étais en colère. Quand finalement, je me faisais arrêter puis qu'ils me retournaient en centre d'accueil, je saisissais toutes les opportunités que je pouvais avoir pour retourner dans la rue puis consommer. J'étais vraiment en colère de me faire arrêter, d'être détenue dans une cellule, d'être renvoyée en centre d'accueil, 30 jours embarrée. Il y a comme
c'était plus grand qu'un désir de liberté. Tu sais, on peut pas... je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il n'y en a pas de raison. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça, c'est mon histoire à moi. Là. Toutes les filles qui ont passé dans la rue, ça n'ont pas nécessairement la même vie que moi. Là, tu sais. Il y en a que ça part d'agression, tu sais, pas chacun son parcours, mais tu sais, comme tu dis, tu dis prendre soin de nos petites filles parce que c'est ce que t'es. C'est ce que t'étais. Protégeons nos enfants. Mais c'est ça, là. protégeons nos enfants, mais c'est ça, tu sais. Mais ça vient du cercle familial, ça vient de tout, tu sais, peu importe. Tu sais. C'est pas normal qu'un enfant de 16 ans se retrouve dans la rue, puis un enfant de 16 ans se retrouve pas rarement dans la rue. Oui, des fois par choix comme toi, mais à la base, c'est pour toi devenu un choix, mais qui a été créé parce que tu as vécu, parce que tout le passage que tu as eu plus jeune. Tout le contexte, oui. Fait que de 16 à 18, tu es dans la rue, mais tu te fais souvent ramasser puis ramener en centre jeunesse. Et là, tu fugues. J'imagine que c'est 2 ans que de ça. Il m'envoie en thérapie. Il m'envoie faire des meetings. Fait que moi, à chaque fois qu'il m'envoie en thérapie, là, je me repose un peu, je mange, puis dès que je suis un peu en forme, je repars. Il y a eu 2-3 arrestations comme ça. Là. Tu t'as rebâti une santé en thérapie, mais c'est juste dans le but d'être plus en forme pour retourner dans la rue consommer. T'as pas, à ce moment-là, ces thérapies-là, il n'y a pas de lumière qui allume, il y a pas, ça allume pas des petites switches, des envies de changement. Pas encore à ce moment-là. Non. Puis je suis tannée que les adultes décident à ma place que c'est ça que j'ai besoin. Je suis comme... Je pense que j'étais inconsciente du danger dans lequel que j'étais, comme si, moi, je me sentais pas en danger, là. J'avais des très mauvaises fréquentations, puis je me sentais protégée par ces gars-là, tu sais. En tout cas, Les tatous, y en a-tu qui ont... Non, c'est les clients qui m'ont violée, qui m'ont agressée. J'ai failli mourir dans le parking de l'Antique, là, sur Notre-Dame. Oui, les sucres l'Antique, oui. Puis il y en a un qui a failli me pitcher en bas du quai de Montréal. Puis il y en a un qui a failli me poignarder en dessous du pont Jacques-Cartier. Tu sais, c'était des gars qui payaient pour des services de prostituée, puis qu'en bout de ligne, ma vie était menacée parce qu'ils ont décidé que finalement, ils allaient m'étrangler, ils allaient me poignarder, Puis à chaque fois, il arrivait vraiment... il y a juste celui qui a failli me poignarder, là, que j'ai eu tellement peur, j'arrivais pas à sortir du véhicule, j'avais tellement peur, je n'étais même pas capable de crier au secours. Il n'y avait plus d'air dans mes poumons, tu sais. Puis... je devais avoir comme 17-18 ans, là, puis c'était en parlant avec que j'ai réussi à le distraire, puis à juste comme débarrer à la porte, puis j'ai roulé en dehors du char, puis j'ai couru jusqu'au Mr. Donut au coin de Papineau-Sainte-Catherine, puis j'ai appelé la police pour le déclarer, puis ils m'ont pas cru parce que je décrivais un blanc, puis j'avais retenu le numéro de la plaque, je courais en me répétant le numéro de la plaque. Puis quand les policiers sont arrivés, ils ne me croyaient pas parce que le propriétaire du véhicule était un Noir, un Afro-Américain. Fait que, puis moi, je décrivais un blanc, là. Puis finalement, plus tard, ils ont passé comme 1 heure avec moi là, à prendre ma déclaration, puis tout ça. Puis plus tard, ils ont appris que le véhicule avait été volé finalement. Tu sais, mais il y a ça aussi, le rapport avec la police, les forces de l'ordre. Tu sais, c'est comme parce que tu es prostituée, parce que tu es toxicomane, comme ma vie, elle valait rien, là. J'ai déjà, justement, à l'Atlantique, là, je suis partie en courant, j'étais tout nue. J'ai sorti du char, du parking, puis j'ai traversé Notre-Dame en courant, puis il y a un superviseur qui est passé, puis il m'a mis son manteau, il m'a amené au poste pour faire ma déclaration. Puis en rentrant dans le poste, ils m'ont insulté, les policiers, puis tout ça. Puis il a fallu que le superviseur se fâche, puis qu'il ramène son équipe à l'ordre en disant « Écoute, c'est la victime aujourd'hui, là. C'est pas... elle n'est pas en état d'arrestation. » Il y a toute cette expérience-là aussi où, encore aujourd'hui, des fois, je me dis, on oublie que c'est des humains, ces personnes-là. T'sais, on se dit, ben ils ont bien voulu courir après, mais c'est plus profond. Là. C'est pas comme... je me suis pas levée un matin à 16 ans en me disant, fuck la vie, je veux rien savoir. J'avais quelque chose en dedans de moi qui faisait que
je comprenais peut-être pas la gravité de mes gestes, puis jusqu'où ça allait m'amener, jusqu'à presque mourir d'agression armée, mais je restais un être humain pareil, là, tu sais. Puis dans mon expérience de la rue, à un moment donné, je me demandais même si j'existais encore parce que les gens, à un moment donné, ils te regardent plus. Tu demandes l'heure, puis ils te regardent pas, ils répondent pas, puis je savais même pas si j'étais en vie ou si j'étais devenu un fantôme, là. C'est un peu... c'est un peu la raison de ce projet-là, tu sais. Rappeler au monde que c'est des humains. On est tous des humains. Puis tu sais pas la personne qui est couchée sur le trottoir puis qui te demande l'heure puis qui veut juste être considérée comme une humaine. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Tu sais. Ah, va travailler, c'est facile, trouve-toi-en une job. Tu m'engagerais-tu? C'est ça. Ah, mais c'est tes choix, c'est tes décisions. Mais on ne sait pas d'où les gens partent. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. On ne sait pas ce qu'ils ont traversé. Tu sais. Puis c'est ça, moi, c'est d'enlever ces jugements-là. Puis c'est de lever le voile sur... Tu sais, parce que c'est ça, à l'époque, personne ne te regardait, personne ne te disait l'heure. Puis aujourd'hui, tu rentres dans un magasin, puis on te dit « Bonjour, madame ». Mais tu es la même personne. Tu es la même humaine. De ta naissance à aujourd'hui, tu es la même personne, tu sais. Il y a eu des passes de ta vie, mais tu n'en es pas moins un être humain pour autant. Tu sais. Dans l'enfer d'une fille de rue, c'est ça que je raconte. Tu sais, le parcours de sortir de la rue, là, c'est pas... c'est la même chose que de commencer à consommer. Tu sais, à un moment donné, j'étais rendue tannée de consommer. Là. J'en pouvais plus. Dès que j'avais dormi, mangé un peu, la première chose que je faisais, c'était retourner me geler. Tu sais. Puis même avec toute la volonté du monde, tout mon être y croyait que ça suffit, puis il faut que je m'en sorte. Puis là, j'avais envie d'aller en thérapie. J'étais rendue à 22-23 ans. C'était encore plus fort que moi. Il y a quelque chose qui me ramenait. Il y a quelque chose qui... C'est difficile d'arrêter de consommer parce que, ben dans mon cas, moi, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à me shooter, tu sais. Fait qu'à 16 ans, après 2 ans de centre d'accueil, là, je ne sais pas plus me gérer émotionnellement. Je ne suis pas une personne responsable. Je ne l'ai jamais été. J'ai toujours fait des mauvais choix. Tu sais, jusqu'à là, c'était ça mon expérience de vie. Puis là, j'arrête de me geler. OK? Puis là, je fais quoi? Bien, j'apprends à me coucher le soir, puis à me lever le matin, puis à brosser mes dents, puis à prendre ma douche tous les jours. Toutes des affaires que je n'ai pas faites dans les 7 dernières années. Sauf quand j'étais en centre d'accueil, puis qu'on me disait « OK, c'est l'heure de brosser tes dents. OK, c'est l'heure d'aller prendre ta douche. » Puis que ma journée était au quart de tour, tu sais. Fait que c'est même pas se réinsérer socialement. C'est d'apprendre à vivre tout court. Travailler. Moi, ça fait pas mon affaire. Fuck you, je m'en vais. Je savais pas que tu fais pas ça. Tu sais, que t'es supposé de fermer ta gueule pour faire ce que ton boss t'a demandé de faire, tu sais. Mais je voulais. Fait que j'ai fait plein d'erreurs dans mes débuts, tu sais, mais c'est pour ça que je le raconte dans le livre, tu sais. Même si tu dis à la personne, trouve-toi une job, puis fais des meilleurs choix, OK, mais la route est longue. Ça m'a pris des années réussir à une petite victoire sur l'hygiène personnelle, puis après ça, une petite victoire sur la responsabilité financière, puis après ça, une petite victoire sur je suis retournée aux études, puis tu sais, ça a été un paquet de petits objectifs, de micro-objectifs, même si je peux dire, juste pour apprendre à vivre, payer mon loyer, tu sais, c'est... À partir de 18 ans, il n'y a plus de centre d'accueil. Fait que s'il arrive quelque chose, là, fait que t'es plus illégal, dans le fond, parce que t'es pas en fugue, t'es pas rien. Fait que t'es considéré majeur aux yeux de la loi, puis t'es dans la rue. Il y a prostitution, il y a consommation. Est-ce que tu arrives toujours à payer ta consommation avec la prostitution? Oui, c'est ça que je raconte dans mon livre, oui. Tu vis où? Comment? Je suis itinérante, je dors dans des piqueries, dans les garde-robes, là, tu sais. Tu me laisses-tu dormir jusqu'à temps que je me réveille, puis je m'enferme dans le garde-robe, puis je dors là. J'ai été dans des maisons d'hébergement, j'ai été dans des thérapies. Ça a pris... c'était à 23 ans, je m'en suis sortie. Fait que c'est quand même passé un 5 ans où des fois, je rentrais en thérapie, je réussissais à rester abstinente dans une maison d'hébergement une couple de mois, puis là, après ça, oups, non, je retournais consommer, fait que je retournais dans la rue. Ça n'a pas été
ça n'a pas été un 7 ans, là, mettons de 16 à 23, ça n'a pas été 7 ans Sans arrêt. sans Là. arrêt. T'sais. Il y a eu tout le temps des arrestations puis du centre d'accueil jusqu'à 18 ans. Puis après, c'était des in and out en thérapie pour essayer de me sauver la vie. Les thérapies que toi, c'était Ouais. ton choix d'y aller, c'était ta décision d'essayer de rentrer en thérapie? Oui. Tu allais dans des maisons, style d'hébergement, tu sais, comme j'ai besoin d'aide, ou des CLSC, ou j'imagine des places. Quand toi, tu lèves le flag, quand toi, tu es dans la rue, tu es en conso, tu lèves le flag, il y a des organismes qui sont là puis qui t'ont dirigé. Il y a des travailleurs de rue qui font les travailleurs de rue, c'est ça. Extraordinaire, vraiment, là, qui sont sans jugement. C'est vraiment différent que des services publics. Je le raconte dans mon premier livre. Une journée, je me suis endormie sur René Lévesque. Il y a des gros bacs à fleurs en béton. Là. Ils mettent des fleurs là-dedans l'été. Mais là, c'est l'hiver, c'est le mois de janvier, puis il fait fret cet hiver-là. Là. C'est comme des moins 40 pendant une semaine de temps. Puis là, je n'ai pas de place où dormir. Il n'y a pas de piquerie qui me laisse dormir dans un garde-robe. Fait que ça fait un bon 3-4 jours que je suis debout. Puis là, je marche sur René Lévesque, puis je dis, tiens, je vais m'asseoir un petit peu, puis c'est l'après-midi, puis le soleil est haut dans le ciel, puis je m'assis. Puis quand je me rouvre les yeux, c'est la nuit. J'ai dormi assis sur un pot de fleurs, mais là, parce que je bougeais plus, mes pieds étaient gelés. Fait que j'étais comme en biais avec l'hôpital Saint-Luc. J'étais plus capable de marcher. Je me suis rendue à 4 pattes. J'ai traversé René Lévesque comme ça. J'ai traversé Saint-Denis comme ça. Puis quand je suis rentrée dans la salle de l'urgence, le garde de sécurité, il m'a hurlé de sortir. J'avais besoin de soins, là. J'avais besoin de soins. Puis il m'a hurlé de sortir. Puis j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital, là, mais toute la déshumanisation, là, toute... Je me souviens plus c'était quoi la question que tu m'as posée, mais ça m'a amené là, tu sais, pour dire que... Quand tu as levé le flag, qui t'a aidé? Oui, tu peux en parler des travailleurs de rue. Excuse-moi, mauvais, j'étais absorbé par toi. C'est comme, c'était quoi ma question? Les services publics avaient le même regard que les citoyens, là, si on veut. Là, c'est comme, c'est une junkie, on va aller, comme votant, là, tu vas déranger les gens dans la salle d'attente, mais au-delà de ça, si je me rends dans une salle d'attente, c'est parce que j'ai peut-être besoin de soins, j'ai peut-être besoin d'être vue par un médecin, tu sais. Puis ça m'est arrivé une autre fois, d'ailleurs, de faire des engelures aux pieds. Puis les travailleurs de rue, même si l'organisme était fermé, ils faisaient leur réunion d'équipe cet après-midi-là. Puis il m'a dit, tu peux te coucher en dessous d'une table, là, puis tu vas pouvoir te réchauffer, pas mourir d'hypothermie dans un banc de neige. Là, il y a quelque chose que tu as dit tantôt, puis je vais revenir dessus. T'sais, quand tu disais, quand j'avais 16 ans, puis tout ça, mais j'étais en autodestruction. En même temps, si tu me demandais si je voulais mourir, je t'aurais répondu non. Est-ce que ça a fini par shifter, ça? ouais. Maintenant, si on t'aurait demandé, veux-tu mourir? J'ai essayé. J'ai essayé 3 fois. Avec un plan qui devrait fonctionner. Je te jure que ça aurait dû fonctionner. Je ne donnerai pas de détails, là, mais vraiment, c'était très précis. Puis ça J'essaie d'éviter d'inspirer des gens. Je veux inspirer les gens au contraire, pas leur donner des trucs. Merci. Puis, il y a eu des interventions. Il y a eu quelqu'un qui est passé au bon moment. Qui m'a arrêté. Puis, tu sais, ça n'aurait pas dû, là. J'étais supposée être tout seul pendant des heures. Puis j'étais en tabarnak. Parce que je disais, même le bon Dieu veut pas de moi. J'étais comme, je peux plus vivre. Je peux plus vivre ça. C'est aliénant. Là, je voulais mourir parce que j'arrivais pas à arrêter. Je rentrais en thérapie. Puis, comme je te dis, dès que j'avais mangé, dormi un peu, je retournais me geler. J'arrivais pas à rester abstinente puis passer à l'étape d'après pour apprendre à vivre, tu sais. Puis j'avais vraiment aucune idée comment j'allais réussir à arrêter tout ça. Tu voyais pas la lumière au bout du tunnel, là? Il n'avait plus, là. Il y avait plus rien. Il y avait plus rien. Même la plupart des piqueries me laissaient plus rentrer parce que j'étais devenue une locumène pleine de tics, là, fait que j'attirais le regard de la police quand je passais, là. La fameuse image de, tu sais... Oh oui, là. Les filles qu'on voit, c'est réel, puis se gratter, puis t'étais une junkie, littéralement. Là. Le terme était très bon pour toi. Là. Ouais. C'était ce que t'étais, là. Puis une bonne journée que je ne voulais pas attenter à mes jours, j'ai fait un overdose. Puis je suis tombée en pleine face dans une piquerie.
Puis j'entendais tout le monde autour comme paniquer, puis il faut la mettre dans la ruelle, sinon, tu sais, c'est ça. Ils voulaient me laisser d'une ruelle pour que je finisse là, puis il y avait quelqu'un qui était présent, puis que vous la laisserez pas crever ici. Tu sais, ramassez vos affaires, partez, moi, je vais aller chercher la police. Puis c'est ça qu'ils ont fait. J'ai entendu les ambulanciers dire que j'étais en arrêt cardio-respiratoire, puis après ça, plus rien. Puis quand je me suis ouvert les yeux, là, les spots blanc, là, de lumière. J'étais aveuglée par la lumière. Puis il y a une voix qui m'a demandé si je savais où j'étais. Puis j'ai dit, j'espère que je ne suis pas morte. Puis ça a été une surprise pour moi. Puis quand il m'a offert de l'aide, là, j'étais rendue, je faisais de l'héro aussi, là, j'ai dit oui. Fait que je suis rentrée au programme de détox de Saint-Luc. Ça méthadone pour 14 jours pour en finir au plus vite. Puis aller en thérapie après. Puis vraiment, comme, c'est assez, là. Là, je sais que je veux pas mourir. Puis j'aurais peut-être pas deux chances comme celle-là. Parce que la méthadone, dans le fond, elle, c'est qu'elle va, au lieu d'y aller cold turkey, là, c'est que la méthadone va calmer le besoin physique parce que c'est une drogue qui finit... Tu as le besoin mentaux, mais il y a un besoin physique qui vient avec cette drogue-là rapidement. Fait que c'est ça, la méthadone, elle va venir calmer les envies physiques, j'imagine. Ben, c'est les symptômes de sevrage. Manque, ce que tu dis de manque physique, c'est que c'est des douleurs musculaires atroces. Puis comme avoir la tourista, c'est très douloureux. C'est pas une expérience que personne veut vivre, là. Oui, la méthadone, mais je voulais le faire en 14 jours parce qu'il y en a des programmes long terme, mais moi, j'avais peur que sur le long terme, je retourne me geler. T'sais. Là, je voulais comme faire 14 jours à l'hôpital, partir en thérapie. Fait que réaliser que tu ne voulais pas mourir a été pour toi le reality check de il est peut-être pas trop tard. Oui. Puis, est-ce qu'à un moment donné, la famille a fini par faire... a décroché, genre, on a beau essayer de vouloir t'aider, puis à un moment donné, de tirer à la plug, puis de faire, c'est tes choix, c'est ta décision, on a tout fait, mais on va pas s'hypothéquer nous autres parce que toi, tu as décidé de faire ça. Ben oui, mon père est obligé de faire ça. Ma mère, j'avais déjà plus de contact avec elle, mais à un moment donné, mon père, tu sais, je pouvais l'appeler, puis il me donnait de l'argent, ou il m'amenait manger, ou... Puis à un moment donné, il a dit, Isabelle, je peux plus te regarder, te tuer comme ça. Comme, arrête de m'appeler, quand tu iras mieux, tu m'appelleras, puis je vais être là. Mais je veux que tu ailles mieux avant que tu m'appelles. Parce que pour un père, regarder sa fille se détruire, je peux même pas imaginer. Ça devait, j'imaginer, même pas les nuits qui suivaient ça. Il ne devait pas dormir. Tu fais juste des images, des patterns, tu sais. Oui. Puis ta sœur? Ma sœur, j'avais pas de contact avec elle. Là. Moi, depuis le placement, là... Elle n'a pas suivi ton chemin, elle? Non. Non. C'est ça qui est fou de... Tu viens du même coin, tu grandis à la même place, puis c'est fou à quel point les parcours peuvent être différents entre deux personnes qui viennent de la même place. T'sais. Oui, puis ça explique aussi pourquoi on dit... la dépendance s'explique pas juste par le contexte familial de l'enfance. 100%. On peut pas blâmer les parents pour le contexte de dépendance. En tout cas, pas moi. Moi, je blâme pas mes parents. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des contextes où crissement, oui, là, oui, mais... c'est ça. Je veux pas mais c'est pas une exclusive... non, ça marche pas ce que je veux dire, mais c'est pas... c'est pas un critère d'admissibilité. Merci. Là, j'aurais pas pu dire mieux. C'est pas un critère, c'est ça. Ça peut être un élément, mais tu peux être élevé, c'est ça, dans une bonne famille ou dans une mauvaise famille. Le résultat de 2 enfants peut être complètement différent. Des fois, on est avec quelque chose en dedans de nous autres aussi. Il y a certaines... Je suis convaincue que je suis née avec un trou dans le cœur. Moi, je le dis à tout le monde. Là, je pense que j'avais un plus grand besoin d'amour que ce qui était possible pour les gens de me donner. Puis que c'était pas nécessairement un très mauvais environnement familial ou à l'école, mais c'était comme ce que j'avais de besoin, c'est un trou. On peut pas le remplir. Mais aussi, quand on est jeune, hein, il y a des choses que nous, on va voir de notre œil qui sont pas nécessairement la réalité, mais on le voit d'une autre façon. Des fois, on peut voir quelqu'un qui va essayer de nous aider comme quelqu'un qui essaie de nous contrôler. Oui. On se fait l'image qu'on veut se faire des gens qui sont alentour de nous puis de ce qu'on vit.
sais, je veux dire, on peut être 4 jeunes, puis on va vivre un événement. Cet événement-là ne va pas nous marquer les 4 de la même façon. Il y en a qui vont en rire, il y en a qui vont pleurer. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont le voir d'une certaine façon. Il y en a qui vont, ben non, c'était pas grand-chose. Puis il y en a d'autres, voyons, c'est la pire affaire que j'ai vue de ma vie. Tu sais, c'est ça, on ne le sait pas, tu sais, qu'est-ce qui peut affecter. Tu sais. Je pense de là l'importance de, tu sais, tu disais de protéger nos jeunes, mais de parler avec nos jeunes. Tu sais, j'aime ça. J'aime tellement où notre société... En fait, il y a plein de choses dans notre société. Plus je vieillis, plus je vois l'évolution de la société. Il y a des choses qui me font tellement... qui me découragent au plus haut point, mais il y a d'autres choses que je suis tellement wow, tu sais, sur la santé mentale. J'en vois des pubs en ce moment à la télévision, là. Justement, tu sais, c'est juste des jeunes, tu sais, comme ça va, ça va, ça va. Puis tu vois l'image que ça va pas. C'est pas parce que ton jeune dit ça va que ça va. Tu sais, moi, j'imagine même pas ce que mes filles doivent dire à leurs amis. Asti qui est gossant, mon père. Mais, tu sais, des fois, je vais m'asseoir, ça va? Oui, ça va, ça va. Non, comment ça va? L'école, les amis, ça va-tu? Y a-tu du monde qui... Tu sais, je dois être gossant, mais si je veux... J'ai tellement vu de monde bêcher, tomber, puis je veux pas, tu sais, je vais... En tout cas, ils pourront pas me reprocher de ne pas avoir essayé de leur parler. Je vais peut-être faire le contraire aussi. Ils vont se rebeller. Je reste vieux fatigant, crisse-moi à paix, je sais pas, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. Tu sais, des fois, il y a des gens, moi, qui m'écrivent et qui font comme Hey, Seth, je vis ça avec mon jeune, tu sais, des trucs. Hey, non, je suis personne, tu as des trucs, là. Je suis pas. Tu sais, genre, oui, mais tu parles avec le monde. Oui, mais je parle avec du monde réinséré, réhabilité, là. Je suis pas. Tu sais, puis je suis content que ça fasse du bien. Tu sais, des fois, il y a du monde, ça inspire, tout ça, ça inspire à changer. Mais des fois, vous me demandez des questions. Tu sais, je dis vous, tu sais, je regarde la caméra, là, tu sais, c'est comme vous me demandez des questions des fois, mais j'ai comme, je suis pas la personne, tu sais, la meilleure personne pour vous répondre. Tu sais, j'aimerais ça. En même temps, j'aurais tellement peur d'induire en erreur quelque chose. Je suis tout le temps comme, ben, écoute, soit là, tu sais, des gens qui me disent des problèmes de consommation, tu sais, toi, tu l'as vécu, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? C'est comme, être là quand elle va te demander de l'aide. C'est comme... La preuve, c'est qu'on t'aurait offert toute l'aide inimaginable, l'aurais-tu pris? Non. Mais quand tu as demandé de l'aide, ça prenait quelqu'un qui était là. Oui. C'est ça qui est important. C'est pas de forcer les gens s'il n'y a rien à faire. Si ça ne vient pas de la personne, tu peux l'encourager, tu peux espérer, tu peux y suggérer, mais tant que la personne ne viendra pas vers toi dire « je suis prête », puis ça peut échouer 20 fois. Oui. Moi, je pense que c'est important de leur dire qu'on va être là, puis qu'on les aime, no matter what, mais de aussi mettre les limites, comme mon père a fait, puis de dire, je peux pas te regarder faire ça. Appelle-moi quand ça ira mieux. Appelle-moi quand tu auras été chercher de l'aide, pas quand tu voudras de l'aide, mais quand tu seras allé chercher de l'aide. La personne, quand c'était moi qui étais là, il a fallu que je me mette en action, puis il a fallu à un moment donné que je me rende compte que j'avais pas d'autre porte de sortie, c'était ça. Il fallait que je réussisse à sortir de la rue. Il fallait que je réussisse à arrêter de consommer. Il fallait que je réussisse à devenir responsable de ma propre vie puis de répondre à mes besoins au lieu de tout le temps appeler mon père. Puis quand les gens me demandent, parce que je donne des conférences aussi, puis quand les gens, après, j'aime ça échanger avec eux, puis il y a beaucoup de proches qui viennent pour peut-être mieux comprendre ce que leurs proches dépendants vivent, tu sais, puis ils vont me demander quoi faire. Bien, aller chercher de l'aide pour vous. Bien, des fois, les gens sont insultés de ça. Mais il y a une dynamique qui s'installe entre la personne qui consomme et le proche qui vient subvenir aux besoins de l'autre. Puis ça, je pense que ça brûle les proches, toujours dans l'espoir de voir l'autre s'en sortir. Mais cette dynamique-là, elle a besoin d'être adressée. On a besoin comme personne de prendre soin de soi à cause de ce que tu viens de dire. La personne, tant qu'elle n'est pas prête, on peut mettre toutes les solutions sur la table, mais elle ne les prendra pas, les outils. Tu n'as peut-être pas la réponse, peut-être que tu ne voudras pas répondre, mais j'ai envie de te la poser du fait que tu l'as vécu. Si on a un enfant ou si on a un proche comme ça qui nous approche puis qui nous demande de l'argent, puis on sait pourquoi cet argent-là, là. Tu dis, t'es-tu dans le sens... donne-y parce qu'au moins, elle fera pas ci, elle fera pas ça pour l'avoir, ou t'es comme, donne-y pas.
parce que C'est- c'est trop... Tu y facilites encore plus la vie, tu sais. Si tu es un proche, je pense que tu facilites plus la vie de la personne qui consomme, puis tu l'éloignes de son objectif d'arrêter si éventuellement elle a envie d'arrêter. Si c'est une personne qui consomme sur la rue puis qui quête de l'argent, c'est pas à nous de décider ce qu'ils vont faire avec l'argent. Si on est à l'aise de donner de l'argent, on donne de l'argent. Si on veut offrir un repas, on peut offrir un repas à la personne, puis la personne a le droit de refuser. Ça se peut qu'elle ne veuille pas de la bouffe puis qu'elle veut de l'argent. Sois pour pas se geler. insulté. Non, c'est ça. C'est de bon cœur. Vous voulez offrir de l'aide, mais il y a des gens qui ne recherchent pas l'aide que vous êtes prêt à offrir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de l'aide, mais pas le... Tu sais, si je vais chez vous puis je te demande, tu me passes-tu ta perceuse, puis tu dis non, moi, te passer ma tondeuse à la place, j'ai pas besoin d'une tondeuse, c'est une perceuse, j'ai J'adore besoin. ça. Mais c'est ça. Mm. Juste, si moi, je suis dans la vie, si tu dis... Moi, j'en donne. Tu sais, malheureusement, on a de moins en moins de liquide sur nous, tu sais, puis je sais que c'est pas évident pour le monde de la rue. Puis, tu sais, chanceux à celui qui va m'enquêter, puis j'ai juste des vins, il va avoir un vin. Si tu veux, moi, je vais en donner, mais jamais... Moi, tu sais, puis s'il me dit, ah, tu sais, j'ai faim, je dis, hey, man, m'en crisse. Si tu vas te prendre un café, tant mieux. Si tu vas manger, tant mieux. Tu vis dans la rue, man, si tu quêtes... J'aime autant mieux que tu me demandes un vin puis je te le donne que tu ailles arracher la sacoche d'une petite madame qui court dans la rue. C'est sûr que je t'aide pas au niveau... Je vais t'aider à t'en sortir, mais comme tu l'as dit, c'est pas moi qui va t'aider à t'en sortir. Là. C'est pas... même si je te donne un 1000, au contraire, je vais peut-être te tuer. Si je te donne ou si je te donne un brun direct, ben là, je vais peut-être te tuer, je vais pas t'aider. Fait que c'est pour ça que j'essaie de... Mais il n'y a pas... Tant que, comme tu dis, tant que ça ne vient pas de la personne. Ouais. Malheureusement, il y a des gens pour qui ça ne vient jamais. C'est Qui finissent par mourir dans la rue. Oui, oui. Ce qui aurait pu t'arriver. N'importe Au moins quand, à trois reprises par toi-même, mais à plusieurs reprises, comme tu le dis, soit par des clients ou soit par... Tu sais, tellement défoncé que tu aurais pu te faire ramasser par un autobus en traversant une rue parce que tu n'es même pas consciente qu'il y a un autobus qui s'en vient puis que tu traverses René Lévesque, c'est tout défoncé. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre mon histoire publique, tu sais, parce que j'ai réussi à m'en sortir. Puis aujourd'hui, j'ai une vie appréciable, tu sais, puis... Comparé ma prime, ça fait longtemps qu'ils sont avec Au Parloir. Puis je les garde parce que j'aime les gens humains. Je le dis à chaque début de podcast. Puis une assurance vie, c'est quelque chose de super important pour pas laisser les gens que t'aimes dans le besoin quand toi, tu seras plus là. Mais malheureusement, si tu as des antécédents médicaux, si tu es un peu trop âgé, si tu as un dossier criminel, l'assurance vie, est-ce que c'est facile à avoir? Pas toujours. Comparé ma prime, là, eux autres, c'est aucun cas refusé. Ils vont prendre ton dossier, ils vont le lire, ils vont te parler comme ce que t'es, un être humain. Ils vont te prendre en considération, ils vont t'écouter, ils vont te trouver la compagnie qui va accepter de te donner une assurance vie. Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, puis je les garde parce que j'ai plein de gens qui ont passé par eux autres puis qui m'ont donné un feedback positif parce que c'est des humains qui traitent les gens pas comme des clients, mais comme des humains. Contactez Comparer ma prime. Pendant longtemps, j'ai vécu avec la peur que les gens découvrent, tu sais, que mes collègues de travail, par exemple, découvrent de où je viens puis par où j'ai passé, tu sais. Puis c'était devenu un paradoxe parce que c'est comme deux vies complètement différentes, tu sais. Puis dans un processus de guérison, moi, j'écris beaucoup, j'écris tout le temps. Puis c'est dans le cadre de mes études que quelqu'un m'a proposé d'écrire mon histoire. Puis de la partager avec le monde, tu sais. Puis moi, je disais, mais qu'est-ce qu'une junkie a à dire au monde? Je me voyais encore, 20 ans plus tard, 20 ans après être sortie de la rue, comme une junkie qui n'avait rien à dire au monde. Mais elle dit, tout, ton expérience, qu'est-ce qui a fait que tu es assis dans un cours à l'université aujourd'hui, après être passé par la rue, tu sais, tu as clairement quelque chose à partager avec le monde. Fait qu'elle dit, écris comme si ça sortirait jamais. Écris ce que tu as besoin de dire, puis je l'écris, mais ce que j'avais besoin de faire pour moi, c'était de prendre cette expérience de vie-là la plus absurde et la plus laide pour la tourner en quelque chose de positif pour les gens qui ont des problèmes de consommation puis qui se disent « je m'en sortirai jamais parce que moi aussi, je suis un junkie » ou, tu sais, peu importe la nature de la problématique de dépendance. Mais on a tendance à penser que les junkies s'en sortent pas, là, ce qui est faux.
J'avais besoin de transformer cette expérience-là en quelque chose de positif, mais j'avais aussi besoin de sensibiliser monsieur, madame, tout le monde, la population en général, que tout ce qu'ils voient, c'est la personne couchée à terre dans le métro, tu sais, puis qui oublie qu'il y a un être humain en arrière, qui a une expérience, qui a une vie, qui a plein de choses à offrir à la société aussi, là, tu sais, puis de juste au plan humain, de leur dire bonjour. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais je ne sais pas quoi faire. Bien, fais juste dire bonjour. Fais un sourire. Tu peux faire sa journée en lui disant Humanise-le. bonjour. Oui, c'est ça. Il existe, il est là. Tu dis bonjour à quelqu'un. En tout cas, je ne sais pas si à Montréal, le monde se dit bonjour sur la rue. En Gaspésie, on dit bonjour à tout le monde, mais juste de dire bonjour. La personne, elle a le sentiment de ne pas être un déchet. Tu sais. Elle a le sentiment de mériter un bonjour. À 23 ans, tu fais ton 14 jours méthadone, tu t'en vas en thérapie. Qu'est-ce qui est différent de celle-là des autres que tu as faites? Par orgueil, il y a un intervenant qui m'a dit « Toi, tu finiras pas plus celle-là. » C'était la 11e thérapie que je commençais. Fait que s'il y en a qui écoutent, là, ouais, puis qui se demandent, sont à 3-4 essais, puis qui se disent « Ça marchera pas, continue. » Quand tu n'as rien à perdre, oui, continue. Puis c'était la 11e thérapie, je commençais, puis j'étais encore piquée, là. Tu sais, là, c'est comme... je m'abaisserai pas à faire ça parce que ta thérapie a dit qu'il faut faire. J'avais encore un ego, là. Moi qui venais de la rue, là, j'avais une opinion sur la façon dont on devait me soigner, tu sais. Fait que cet intervenant-là, il me dérangeait profondément. Puis une bonne journée, il m'a dit, ben c'est ça, tu continues à penser que tu connais mieux puis que tu as les réponses qui, jusqu'à maintenant, t'ont gardé dans la rue, là, puis tu finiras pas ta thérapie. Je vais te prouver que je vais la finir juste pour te faire chier. Puis il dit... C'est une belle motivation. Faire chier quelqu'un, c'est une motivation des fois dans la vie. Et il m'a dit, si tu finis ta thérapie, à la fin de ta thérapie, ils font une cérémonie de graduation. Il dit, je vais me mettre à genoux, je vais t'offrir une fleur. Et à la fin de ma thérapie, il s'est mis à genoux, puis il m'a offert une fleur. Il m'a fait chier tout le long de ma thérapie, pareil. Puis s'il écoute, il va se reconnaître, il sait qui il est. Mais cette motivation-là, ça m'a gardée à rester juste parce que je le jugeais, cette personne-là, prête à aider des dépendants. Mais c'est ça aussi, la personnalité que j'avais, tu sais. Il devait tellement savoir ce qu'il faisait avec toi. Là. Vraiment. Lui, il t'a saisi, puis il a fait... Il a trouvé la bonne méthode. Je vais te faire chier, je vais te faire tellement chier, Isabelle. Tu vas tellement maïr que tu vas finir rien que pour me le crisser dans la face. Tu sais, c'était pas un hasard, là. Non, je veux dire, c'est des pros, là. Ils savent lire le monde. T'étais pas la première de 23 coquilles qui arrivait là, tu sais, avec son ego, là. Oui. Fait que, bravo à cet intervenant-là. Bravo à tous les intervenants qui travaillent là-dedans. J'en rencontre tellement, puis je n'ai que de la gratitude puis du respect pour les gens, pour les travailleurs de rue, puis tout ça, puis tous ces gens-là. C'est-tu la dernière thérapie que tu as faite? Oui. C'est la dernière thérapie que j'ai faite. Je ne suis pas restée abstinente tout ce temps-là. Là, on parle que je suis sortie de là en 95. Aujourd'hui, moi, je m'abstiens de toute drogue et alcool. Je le raconte dans le livre, mais j'ai essayé toutes sortes de façons de m'en sortir, de rester saine. Puis, quand j'ai fait des études à l'université, on m'a présenté la réduction des méfaits. Je me suis dit, j'étais une ado, je vivais des choses difficiles. J'ai jamais vraiment bu, j'ai jamais vraiment eu de problème avec l'alcool. Peut-être que je peux boire de l'alcool. Ça n'a même pas pris un mois, je fermais le club jeudi, vendredi, samedi. Je passais tout mon argent là-dedans. Il y a vraiment quelque chose dans moi qui fait que dès que je consomme quelque chose qui m'engourdit un peu ou qui me donne un feeling. Je décolle, je perds la carte. Puis au plancher. À n'importe quel prix. Fait que j'ai décidé en 31 décembre 2015 que je ne toucherais plus une goutte d'alcool ou n'importe quelle autre substance qui modifie mon comportement. C'est 20 ans, ça, là. 95-2015, c'est 20 ans. Fait que tu finis ta thérapie, drogue dure, tout ça. Mais il se passe quoi quand tu sors de thérapie à 23? Je m'en vais dans une maison d'hébergement qui faisait partie des Auberges du Cœur, qui font un travail extraordinaire auprès des jeunes. 100% Auberge du Cœur.
Puis ils m'ont aidé à me stabiliser, à me trouver un logement, à me trouver un travail, apprendre à faire un budget, apprendre à socialiser. C'est ça que tu disais tantôt, là, tout réapprendre ton hygiène personnelle, juste d'apprendre à vivre en société, c'est déjà quelque chose. Là, c'est un défi en soi. Là, parce que quand je sors de la rue, là, moi, je me trouve extraordinaire. Là. Je sors de thérapie puis je suis abstinente. Comment ça se fait que la planète ne m'applaudit pas? Pas parce que mais pour toi, là, c'est tellement exceptionnel. Oui. Puis ça me demande un effort de tous les jours de ne pas arrêter au bord du coin, chercher un petit sac. Fait que j'aurais aimé que les gens prennent ça en considération, mais la société n'a pas le temps de prendre ça en considération. Il faut que ça roule. Là. Ton boss, il veut que tu fais ta job. Tu es une fourmi de plus dans la fourmilière. Tu n'es pas spécial. En plein ça. Tu es juste égal à tout le monde. Puis ça, je pense que c'est quelque chose c'est un clash, ça, quand on sort de la rue, parce qu'on a une personnalité, on a des associations, on a une place à quelque part dans notre mode de vie de rue, puis quand on en sort, elle n'existe plus, cette place-là. Fait qu'il y a comme un gap entre je suis plus quelqu'un de la rue, mais je suis pas une citoyenne. Puis je voulais pas devenir une citoyenne, mais je suis devenue une citoyenne. Je suis très heureuse aujourd'hui, finalement. Mais cette transition-là, où tu n'es pas trop sûr de ce que tu es, juste d'apprivoiser la solitude, d'être assis à la table de cuisine de ton appartement, là, puis c'est dimanche après-midi, puis c'est juste demain que tu travailles. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent pour me payer le câble, fait que j'ai pas la télé. Dans le temps, on n'avait pas de cellulaire pour jouer sur nos cellulaires. Fait que, tu sais, comme apprivoiser la solitude, apprivoiser d'être juste assis à rien faire avec moi-même, alors que ça fait... 10 ans que je parcours les rues de Montréal en long, en large. Parce que tu as toujours de quoi faire, trouver de l'argent pour consommer. Oui, c'est ça. Tu as toujours une motivation de bouger et de faire quelque chose. Là. Fait que là, d'être juste assis, fait que c'est dangereux, ça. Oui. Le rapport à la vie, le rapport à soi, au temps, la solitude, trouver des semblables. Je les trouve où, les semblables? Où est-ce que je peux me créer des nouvelles associations qui vont être positives, qui vont être saines? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je ne sais pas si tu en as fait, mais je pense que de là, l'important de faire du meeting. Oui, je suis dans les salles, puis j'étais là encore hier, tu sais, puis je ne vais plus dans les salles parce que j'ai envie de consommer. Au début, j'allais dans les salles parce que j'avais besoin de ces associations-là. J'avais besoin que les gens, quand je parle, comprennent de qu'est-ce que je parle. Tu te retrouves avec des comme toi. Des comme moi, puis qu'eux autres aussi, ils trouvent ça bien extraordinaire qu'ils n'aient pas consommé aujourd'hui, tu sais. Et puis, j'y vais encore parce que ce lien-là, il se développe vraiment dans des liens plus particuliers. On crée des amitiés, on crée des liens solides, vraiment intimes avec certaines personnes dans ces réunions-là. Et puis, je peux partager des choses que je ne partage pas avec personne, qui ne sont pas dans le livre, que je ne te raconterai pas au podcast. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont accès à une partie de mon vécu le plus sombre, puis qui m'accueillent, puis qui m'aiment, puis que leur regard ne change pas à mon égard. Et c'est réciproque. Ces personnes-là peuvent aussi me raconter des choses très, très, très sombres qui ne diront jamais à personne. Puis je pense que ces amitiés-là, ces liens-là sont vraiment importants parce que je pense que tous les êtres humains ont besoin d'avoir cette personne qui sait tout de nous, là, à qui on peut tout raconter quand plus rien va. Là, est-ce que ça aide d'avoir un peu, surtout que toi, tu es fier, tu sais. Fait que d'être dans un meeting, c'est hey, j'ai mon 1 an. Puis là, tu te dis, hey, si je replonge, là, il faut que je retourne au meeting à dire, j'étais à 2 jours. La dernière fois, j'ai dit que j'étais. Tu sais, c'est-tu quelque chose d'une personne fière comme toi qui aide à rester. Ça t'a pas empêché. Moi, j'ai rechuté. C'est vrai, tu me disais que tu as rechuté. Toi, en 2005, puis je suis revenue en 2015. Tu sais. OK, c'est bon. Mais fait que tu as été un 10 ans. Non, pas clean. Pas clean pantoute, OK. Le plus long que j'avais fait avant, c'était 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. OK. Tu sais, 2000. Ben non, ma fille est 99. Fait que de 99 à 2005, j'ai pas consommé.
Mais de 95 à 99, quand tu as fini cette thérapie-là, même si tu n'as pas refait des thérapies... Je suis pas mais c'était retournée dans plus... les drogues dures. C'était sur l'alcool, là, tu parlais. J'étais dans mon exploration OK. de je peux-tu boire, je peux-tu fumer, je peux-tu... Comme si j'acceptais pas juste le fait de pourquoi je m'empoisonnerais, là. Tu sais, T'arrives-tu à travailler? T'as-tu une job? C'est très dur. C'est très dur. Oui, je travaille. Je me sens pas à la hauteur. Je sais pas comment vivre avec des collègues de travail. Je sais pas c'est quoi la zone privée, la zone sociale. J'ai comme répété des patterns d'être une pas pareille, tu sais. Fait que j'étais tellement fière du chemin que je faisais que je le racontais à mes collègues de travail, tu sais, mais eux, ils étaient horrifiés là, de savoir que je venais de la rue. Puis que je comprenais pas ces codes sociaux-là. C'était pas mon milieu à moi, tu sais. J'ai pas grandi dans ce milieu-là, fait que je comprenais pas ce qui était attendu de moi. Fait que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs en société avec d'autres citoyens pour arriver à trouver la façon plus distancée. C'était comme si j'avais l'impression que je pouvais pas être moi-même. Fait que, tu sais, je disais ça tantôt de la question, le droit d'être qui je suis. J'avais l'impression que je pouvais pas être moi-même à nulle part. Mais quand je suis sortie de la rue puis que j'ai voulu travailler, ça m'a replongé dans ces dynamiques-là de me sentir comme, coudonc, je peux pas être moi. Faut que je m'habille différemment, tu sais. J'appelais ça me déguiser pour aller travailler, tu sais. Puis changer ma façon de parler quand je suis au travail, c'est comme je pouvais pas, ça fitait pas. Je voulais être intervenante, je suis devenue intervenante, mais j'avais encore mon langage de rue, tu sais, j'étais comme... Ça a été un long parcours. Quand est-ce que tu es retournée aux études? Avant ta fille ou après ta fille? Après ma fille. Ça a été ma motivation. Je vois pas là tout de suite d'abord parce que je vais aller sur ta fille avant. Ouais. Tu as dit 99. Oui. Je vais te poser la question parce que là, je suis pas biologiste, mais ça prend un gars pour faire un enfant quand tu es une fille. Mais est-ce que, avec tout ce que tu as vécu, est-ce que l'homme te dégoûte? Est-ce que l'homme... C'est une image de l'homme à manier. Quand je parle de l'homme, je parle pas de l'humain, je parle de l'homme, le pénis, le genre humain. Là, est-ce que l'homme t'écoeure? Est-ce que l'homme t'en veut pas dans ta vie? Est-ce que, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, avec ce qu'ils t'ont fait vivre? Oui. C'est un peu inconscient, je te dirais, parce que je suis beaucoup dans la séduction. Tout le temps dans la séduction, en fait. Parce que ça part des clients, il fallait que tu les séduises pour les avoir. Oui. Puis, fait que là, tu sais, si j'ai envie de pas être seule à soir, fait que je vais séduire. Puis, j'ai besoin d'argent pour mon compte d'hydro. Tu sais, la prostitution, elle a continué un peu après la thérapie, tu sais. Ça a été un moyen... j'ai fait un saut la première fois que j'ai vu un chèque de paye. Là. J'ai travaillé toute la semaine pour ça. Je faisais plus que ça d'une journée, là. Tu sais, il y a ce rapport-là aussi à l'argent. Fait que tu as continué quand même à... Un petit bout. Mais pas dans la rue, tu sais, là, c'était... Non. OK. Puis... je pouvais pas vivre... Le dégoût est revenu, tu sais, parce que là, je me gelais plus, tu sais. Fait que c'était comme... OK, je veux pas perdre mon loyer, mais... Tu sais, fait que ça a pas duré. Ouais, c'est plus facile de le faire... Écoute, c'est dégueulasse, la façon dont je vais dire, je sais même pas... En tout cas, mais c'est plus facile de le faire quand c'est pour de la dope que quand c'est pour payer ton loyer. Ben oui. Parce qu'avec la dope, après, tu vas déconnecter, tu vas décoller, là. C'est pas... Puis... Le plaisir, pas le plaisir, parce que tu n'avais plus de plaisir à la fin dans la consommation, mais le besoin de la dope était plus intense que le dégoût de faire le client. Le dégoût est parti à un moment donné. Là. C'était comme on disait, c'est une mécanique. C'est un passage obligé. Là. La fin justifie les moyens. Puis, mais le faire à jeun, tu n'as pas été capable de faire ça longtemps? Non. S'il n'y arrivait pas? Non. Ben non. Ce qui est... Heureusement. C'est une bonne chose, là, c'est ça. Là, je pense, c'est tant mieux, là, fort heureusement. Mais tu sais, d'apprendre à vivre, ça c'est le bout aussi qui est difficile. On dit, OK, arrêtez de consommer, fine. Mais là, après, tu as des souvenirs, tu as de la culpabilité, tu as de la honte, tu as du dégoût. En tout cas, moi, j'avais de la honte, j'avais de la culpabilité, du dégoût de moi-même. Puis, il faut que je continue à avancer sans aller me geler, sans engourdir ça. Quand la vie se présente puis que mon boss me demande de refaire une partie de mon travail, là, hey, fuck you, tu sais-tu qu'est-ce que ça me demande de me gérer avec mon dégoût? Tu sais,
On parlait de est-ce qu'on est employable, est-ce que tu m'engagerais? Même un coup sorti de la rue, il y a encore des enjeux là, qui se jouent dans des pacotilles pour Tu ne monsieur, deviens pas un madame, tout le citoyen en monde. Là. claquant des doigts. Là. Non. Surtout quand tu n'as pas envie d'être un citoyen. Ben c'est ça. Fait que là, il y a tout le temps comme une lutte intérieure de dire OK, ben là, je réalise que je peux pas rester punk en travaillant dans un bureau. Il va falloir que je change Le mon Mohawk, linge. il est moins vu. Tu sais. Ouais, c'est ça. Bienvenue au cabinet McDuff, il crée avec son Mohawk mauve. Ça clash. Ça devrait. C'est ça le pire. C'est que ça devrait. Qu'est-ce que ça change? Moi, je travaillais dans un petit bureau. Je voyais pas personne. Il fallait que je porte un petit polo. Qu'est-ce que ça te le gars au téléphone? Quand je travaille de chez nous en télétravail, je suis en jogging un peu sale, puis personne ne le sait. Fait que pourquoi, quand j'étais au bureau, il faut que j'aille ton petit polo absolument? Puis, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, tu sais, ouais, tu trouves pas que ta chaîne est un peu grosse? Non. C'est comme, voyons, Chris, rendu là, j'ai mon polo, puis c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, ça devrait. Moi, si j'arrivais dans un bureau d'avocat, puis si c'était une punk avec des studs mauves sur la tête, mon père, qu'est-ce que j'étais à la bonne place? C'est toi, je veux qu'il me représente. Tu sais. Mais je reviens à ce que je te dis, donc, que tu tombes maman, accident? Oui. Un accident. Puis Bel accident. Un bel accident, puis elle le sait, là. Ce ne sera pas une surprise, mais qu'elle écoute le podcast. Et le truc que j'ai pas encore mentionné, c'est que moi, j'ai pas fait attention avec mes seringues. Hein? Fait que je suis séropositive. OK. Puis en 99, quand je suis tombée enceinte, j'avais à peu près 5 ans d'espérance de vie. Ben, pas quand je suis tombée enceinte, en tout cas, quand je suis rentrée en thérapie, j'avais 5 ans d'espérance de vie, puis il y avait à peu près juste la ZT qui existait à cette époque-là. Puis là, mon médecin, un médicament contre le VIH en tout début là, de la science puis de la médication. Puis aujourd'hui, c'est fou, c'est indétectable. C'est ça, là. J'ai une personne très près de moi qui a dépassé le stade de séropositif. Oui. Puis c'est pas détectable, tellement que les médicaments sont rendus avancés puis évolués. Exactement, tu sais. Puis là, on fait beaucoup de la sensibilisation puis de l'information pour dire quand c'est indétectable, c'est intransmissible, il faut arrêter. Il ne faut pas arrêter de se protéger, mais il faut arrêter d'avoir peur des personnes séropositives. Là. Ça ne s'attrape pas dans l'air, puis c'est poignées de porte. Là. Puis, malheureusement, il y a encore des gens aujourd'hui qui le pensent. Mm-hmm. Mais donc, moi, quand mon médecin m'annonce que je suis enceinte, parce que tous les mois, je vais faire mes prises de sang, je suis horrifiée. Là. Je me dis, il va falloir que je me fasse avorter. J'ai pas envie. C'est un deuil que j'avais fait en thérapie, de jamais avoir d'enfant, puis de juste vivre le temps qu'on va me donner à vivre. C'est là que tu l'as appris quand tu étais en thérapie? Non, j'avais fini ma thérapie. OK, tu ne savais pas en thérapie encore. Non. OK. Que j'étais séropositive? Oui, c'est ça. Oui. Tu l'as su quand? En 94, j'avais 19 ans. Fait que quand on arrive en 99, là, mon 5 ans, il est fait. Là. Moi, en thérapie, c'est ça. En 94, j'ai su que j'étais séropositive. En 95, je suis rentrée en thérapie. Puis j'apprenais à apprivoiser l'idée que je voulais juste pas mourir dans une ruelle, puis je voulais vivre d'autres choses avant de mourir. C'était ma seule motivation à arrêter de consommer, c'était de pas mourir d'une ruelle, puis essayer de vivre quelque chose d'heureux avant de mourir. Parce que c'est un petit layer de plus qu'on n'avait pas, là, mais tu sais, c'est un gros layer, ça. Là. C'est une coche de plus. Là. Puis d'année en année, ça a continué. Puis ben oui, au début, j'étais détectable parce qu'on n'avait pas les médicaments qu'on a aujourd'hui, puis tout ça. Mais quand elle m'annonce que je suis enceinte, moi, ma peur, c'est de me faire avorter. Là. Je veux dire, ma chair et mon sang, là, je ne pouvais pas imaginer. Puis elle a dit, pourquoi tu pleures? Parce que je pleurais. Elle m'a annoncé ça au téléphone. Parce que tu viens de me dire que je suis enceinte, je ne pourrais pas le garder. Oh, elle dit, Isabelle, elle dit, c'est plus comme c'était, là. Elle dit, on va voir, il y a de la nouvelle médication. Si tu réponds bien, ton bébé, il y a autant de chances de naître séropositif que de naître avec une leucémie infantile, tu sais, puis les gens n'arrêtent pas de faire des enfants parce qu'il y a 20 de risque qu'un enfant naisse avec la leucémie au Québec, là. Fait que je me suis lancée dans l'aventure. Le dernier mois de grossesse, j'étais terrorisée. Je me trouvais bien égocentrique d'avoir décidé de porter à terme ma grossesse puis de me dire, mais je vais faire quoi? C'est séropositive, tu sais, imagine la culpabilité d'avoir mis un enfant au monde déjà malade qu'il va falloir qu'il prenne de la médication. Jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours, qui pourrait ne pas être très long, tu sais.
Et puis, non, elle est négative. Mon fils aussi. Il n'y a aucun des deux qui est séropositif, tu sais. Fait que la naissance de ma fille, ça a été ma motivation à plus juste avoir des petites jobines, mais d'aller à l'école, d'avoir une carrière. Là, c'était comme si, là, ma vie était possible. Il n'y avait plus de 5 ans de limite de vie. Tout est possible. Puis là, la même drive de je vais leur prouver. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire plus. Je vais... Puis c'est plus pour... j'ai plus besoin du regard des autres. Je suis très bien aujourd'hui avec mon histoire puis qui je suis. Puis j'ai plus besoin que les gens me disent « Hey, bravo ». Mais j'ai quand même ce besoin-là d'aller au bout des choses encore aujourd'hui. Puis d'avoir des projets que... Bien des gens s'imaginent qu'elles ne sont pas réalisables, mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas mettre juste un pied en avant de l'autre, là? On peut se rendre loin avec un pied en avant de l'autre. J'ai reçu des gens, moi, qui ont littéralement ôté la vie, là, des meurtriers, là, puis c'est ce qu'ils me disent, ce que j'ai fait, c'est impardonnable, il n'y a rien qui peut racheter, mais aujourd'hui, je suis en société. Puis je pense que c'est un peu la mentalité que tu as, tant qu'être en société... Mais je vais faire du mieux que je peux, je vais aider, je vais être là, je vais apporter, ma contribution à la société. Oui. C'est ce que tu fais aujourd'hui. De prendre tout ce qu'il y avait de horrible et absurde de ma vie puis d'en faire quelque chose de positif. Puis je pense que beaucoup de gens m'écrivent sur les réseaux sociaux pour venir me remercier de partager. Il y en a que leur expérience de vie elle touche même pas de la dépendance. Ça n'a rien à voir avec ça, mais ils ont aussi traversé des épreuves. Puis je pense que ton podcast, puis de mettre de l'avant des gens qui ont survécu à des situations hors de l'ordinaire, ça permet à d'autres personnes de savoir que ce qu'ils vivent, c'est de se gager entre les différents invités que tu as, mettons, ou des livres qu'on lit, puis de se dire, si cette personne-là a réussi, avec tout ce qu'elle a vécu, à faire du bien, c'est possible pour tout le monde. Tu parlais de messages, c'est ça, j'en reçois beaucoup, moi, là, dis-toi que ton épisode va inspirer des gens comme celui que j'ai tourné il y a quelques jours, comme le prochain que je vais tourner, comme celui que je vais tourner dans 2 mois. Puis il y a des gens, moi, qui me disent des fois, ah non, mais je l'écoute ton podcast. Puis, je veux dire, son histoire comparée à mon histoire, oui, mais ton histoire est peut-être beaucoup moins rough que son histoire, mais il y a peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus proche de ton histoire. Qui a besoin de l'entendre. Qui a besoin de l'entendre, toi, ton côté. C'est pas parce que tu n'as pas fait 20 ans de prison, toi, même si tu n'en as pas fait. Moi, je veux dire, on a beaucoup dit, c'est un podcast sur l'univers carcéral, mais pour moi, je veux dire, c'est plus large que ça. Puis, on peut même le voir, là, sur le milieu carcéral, il n'est plus là parce que, justement, je veux dire, c'était ça au début quand je l'ai parti, mais ça a pris tellement une ampleur différente. Puis moi, je veux en donner il y a un impact, puis je veux en donner plus, je veux en donner plus large, tu sais. Puis des personnes comme toi, pour moi, je pense que c'est super important. Tu as ta fille, tout ça, tu dis c'était ma motivation, tu retournes à l'école. Oui. Est-ce que la petite balle revient vite? Ah oui. Oui, la première de classe, elle réapparaît rapidement. Oui. Tu vas étudier en quoi? Au début, c'était en intervention éducative. Dans le fond, c'était un certificat parce que je n'avais pas de secondaire 5. Puis, dans le fond, je voulais être intervenante dans des maisons d'hébergement comme les Auberges du Cœur pour redonner ce que moi, j'avais reçu. Et puis, après ça, je me suis inscrite dans un bac en communication. C'est super drôle parce que j'ai étudié à l'UQAM, tu sais, fait que je me retrouve dans le même quartier, ton coin, dans mon coin, fait que de réapprendre à, tu sais, comme habiter, mais habiter le quartier, mais d'une façon différente. Mais j'étais tellement motivée, tu sais, puis il y avait encore ces problématiques de lutte de pouvoir. Je me sentais encore facilement menacée par les citoyens ou ceux qui ont tendance à rabaisser des gens qui ne sont pas de la même classe qu'eux. Tu sais. Puis des fois, c'est juste dans ma perception. Je me rappelle d'un prof qui avait dit qu'une personne au Québec qui a juste un secondaire 3 était illettrée. Mais moi, c'est ce que j'avais, un secondaire 3. Puis là, jusqu'à date, j'avais juste des A à l'université. Tu sais. Fait que c'est sûr que je me suis fait un devoir de lever ma main et de dire, bien, je ne crois pas, puisque moi, je ne suis pas illettrée. Là. On n'est pas illettré parce qu'on a un secondaire 3. Là. Puis, je confirme. Je ne vais pas vous dire à quelle année j'ai arrêté, mais je peux confirmer que tu n'es pas illettré si tu n'as pas un secondaire 3.
Puis, tu sais, ça veut dire quoi en plus, tu sais, des commentaires gratuits comme ça, là, j'aime pas ça, tu sais. Puis j'ai besoin de replacer les gens, tu sais, puis d'ouvrir un peu plus à dire, ben c'est plus large que ça, là. Puis il y a des contextes qui font que les gens lâchent l'école. Fait que j'étais à l'université, puis je suis comme confrontée à ce genre de personnages-là ou des étudiants qui ont besoin de te dire à quel point ils ont mieux compris que toi. Puis il y a une espèce de compétition. Puis mais moi, tu sais, je suis juste fière de ne pas avoir brûlé toutes mes cellules, puis d'être capable d'étudier, tu sais, puis d'aller chercher un diplôme, puis d'offrir une vie à ma fille qui a plus d'aisance financière que celle que j'ai connue, tu sais. Puis je m'en vais travailler dans un centre jeunesse, puis pour moi, ça a été une erreur, tu sais. J'ai vraiment voulu aider les filles qui avaient des parcours comme les miens, mais j'avais pas assez de recul par rapport à mon expérience parce que j'étais confrontée à leurs histoires similaires à la mienne, tu sais, puis là, je voulais les sauver, là, j'étais comme, tu sais, c'était vraiment unprofessional, là, ça marchait pas l'affaire, tu sais, j'étais beaucoup trop... Tu te voyais en eux autres. Tellement, tellement. Puis prendre conscience, ça a fait partie de ma guérison, je suis sûre que c'était nécessaire que je passe par là, tu sais, mais ça m'a permis de voir comment ça n'avait pas de bon sens à 16 ans d'être dans la rue, là, tu sais, puis d'avoir vécu ce que j'ai vécu, puis de penser que c'est normal, parce que c'est ça qu'il me disait, hey, petite fille, là, lâche-moi avec ça, là, il m'aime, le gars, puis ouais, on s'en va à Toronto, là, puis laisse-moi tranquille, puis ah, pauvre chouette, tu sais pas ce qui t'attend, tu sais, puis c'est ça, comme moi, on m'a dit, fais pas ça, puis tu vas te tuer, puis j'étais comme, laisse-moi tranquille, tu sais. Fait que ça m'a permis d'aller soigner un peu cette partie-là, mais professionnellement, je ne pouvais pas continuer là. Fait que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai travaillé plus avec des jeunes, justement, qui avaient été arrêtés avec les organismes de justice alternative au Québec qui, avant la détention, là, mettons la première, deuxième offense, je ne sais plus comment elle s'appelle, la loi à cette heure, là, des jeunes contrevenants. Avant, c'était LJC, bref. Puis de les accompagner dans des ateliers ou dans leurs heures de travaux communautaires à faire pour les gestes qu'ils ont commis. Puis là, j'avais l'impression d'avoir plus d'impact, tu sais, puis de pouvoir créer un lien avec le jeune, puis de discuter, tu sais, d'avoir une discussion ouverte, pas « fais plus ça », puis « refais plus ça », puis c'est comme, tu sais, de juste être en contact avec ces jeunes-là, puis de voir, tu sais, comment ils se sentent par rapport à tout ça, tu sais, puis c'était quoi le contexte de leur arrestation, comment ça se fait que lui, il s'est fait pogner, puis pas ses deux autres chums, parce qu'ils ont détruit un chalet, mettons, là, tu sais, puis toute la dynamique qu'il y a en arrière, il y a quelque chose en dessous des réactions des adolescents qui sont en réaction comme ça, tu sais, puis de pouvoir vraiment faire une différence dans la conversation, puis d'être un adulte qui leur parlera pas comme une autorité qui applique un règlement juste parce qu'il y a un règlement puis qu'il n'y a pas de sens en dessous. Là. Puis qui n'a pas vécu la rue, justement, puis tout ça. T'sais. Parce que vivre la rue, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, mettons, aujourd'hui, ça va être, tu sais, le street. T'sais, on dirait qu'il y a une différence entre vivre la rue puis vivre le street, qui est le même mot, mais qui n'a pas la même sonorité, tu sais. Mais, tu sais, je pense que quelqu'un qui a vécu la rue peut comprendre le street, tu sais, qui est plus le mode criminel, mettons, quand on parle du street, là, aujourd'hui, les jeunes, là, tu sais. Mais quand on parle de vivre la rue, là, on parle plus d'un parcours comme le tien. Mais je pense que tu es capable, avec un parcours comme ça, tu es capable d'aller chercher plus ce jeune-là, tu sais, de relate un peu à ce qu'il vit, puis probablement qu'il le ressent aussi, tu sais. Des fois, je me dis que c'est un peu ça aussi dans ce podcast-là. Je pense que c'est pour ça que les gens ont une certaine facilité à se confier en moi, parce qu'ils sentent que j'étais un peu magané, moi aussi, que j'ai passé par certaines épreuves aussi, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression entre nous, le nous est extrêmement large, mais on se reconnaît, puis on se donne la main plus facilement, tu sais. Le père de ta fille, es-tu présent dans ta vie? Pas du tout. Ah non, c'est un gâchis. C'est vraiment une autre mauvaise décision de ma part, tu sais, de fréquentation. Tu l'as élevé seul? Oui. Puis tu nous parlais de ton fils, il est arrivé combien d'années plus tard, lui? En 2006. J'ai rechuté en 2005, je te disais. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai passé l'été dans des bars et j'ai rencontré
j'ai rencontré une personne que, selon moi, ça allait être parfait parce qu'il travaillait au nord du Québec. Fait qu'on allait se voir juste fly in, fly out, tu sais. Puis ma petite vie tranquille avec ma fille, mais j'avais pas planifié tomber enceinte. Et puis, bon, tu sais, sa situation faisait que je me disais, ben, il est le fun, tu sais. On a bien du plaisir quand on se voit. Fait que pourquoi pas, mais encore là, tu sais, qui c'est qui décide de garder un enfant parce que, ben, pourquoi pas, tu sais. Mais j'étais juste rendue là dans mon chemin. Et puis, je rêvais de cette vie-là, de famille, tu sais, d'avoir une maison, puis un chien, puis une clôture, puis un char. Puis lui, il avait tout ça. Fait qu'on a décidé de vivre cette vie-là. Puis c'était encore une mauvaise décision parce que, ben moi, en étant enceinte, j'ai arrêté de consommer, mais pas lui. Fait que là, on n'était plus, pas en tout, sur la même longueur d'onde. On avait du fun parce qu'on T'étais juste dans consommait, là. l'alcool? T'es jamais retombé en drogue dure, tu sais? Parce que des fois, tu sais, l'alcool peut vite amener à une petite clé ou de quoi de même. T'as Plus réussi. tard, 2011. OK, ça a retombé. Ouais. OK. Ouais. C'est pour ça que maintenant, je ne veux plus boire de l'alcool parce que C'est un engrenage qui... Oui. Ouais. Ça a pris 5 ans, là. J'ai juste bu pendant 5 ans. Mais c'est déjà, écoute, tu sais, sincèrement, c'est weird un peu comme je vais dire, mais c'est déjà hot que tu arrives à que boire, tu sais, que tu as une rechute. Mais même si tu es en conso d'alcool, puis tu te dis, tu sais, je ferme le bar, tout ça, tu arrives à être une bonne mère quand même? Je pense pas. Non. Pas moi. Pas moi. Mais tu la garde, tu te la fais pas Je la garde, je me la fais pas enlever, je ferme le bar, il y a une petite gardienne à la maison, j'arrive, il est 3h30, Mais 4h. ce que je veux dire par t'es une bonne mère, pour moi, c'est déjà ça, tu as une gardienne à la maison. Je veux dire, c'est beaucoup plus que bien des gens qui les laissent tout seuls dans le lit puis qui vont faire le party puis qu'il n'y a pas de petite gardienne à la maison, tu comprends? Ouais. Fait que pour moi, déjà, ça c'est une réussite comparé à plein d'histoires que j'ai vues. Je comprends qu'on fait comme crissement pas, c'est pas l'idéal, ouais, mais comparé à ce que tu as été, moi, déjà, juste d'avoir la responsabilité d'avoir une gardienne qui s'occupe de ton kid pendant que tu es sur le party, c'est déjà quelque chose, tu sais. Je trouve qui amène une maturité, une certaine intelligence émotionnelle puis une maturité de faire Chris. Ça prend de la place, mais ça prend pas toute la place. Bien, c'est ce que je m'imaginais dans le sens que, on va se rappeler, je suis rentrée en centre d'accueil à 14 ans. Fait que moi, je n'ai pas connu ça, les bars, à 17, 18 ans. Là. J'étais en centre d'accueil, puis après ça, j'étais dans la rue. Puis après ça, j'étais abstinente avec un enfant. Sortir, tu sais, fêter avec du monde, danser, c'est ça. Fait que là, je suis venue folle. Là. C'est l'été de mes 30 ans. J'étais comme, c'est trop le fun. Je veux pas que ça arrête, tu sais. Puis de partir chez la barmaid à la fin de la soirée, on ferme le bar, puis on s'en va dans la piscine. Puis, tu sais, comme... Ce qu'on fait de 18 à 23, toi, tu as commencé à le faire à 30. À 30 ans. Puis... Mais avec ton comportement... Ben, il n'y en a jamais assez. J'en veux plus, je veux aller plus loin. Ça. Fait qu'après ça, ben, avec mon garçon, puis le père de mon fils, on est parti vivre en Gaspésie parce que lui était originaire de là-bas. Puis là, j'ai tout mon rêve d'avoir une maison, puis tout ça, là, j'ai comme réalisé que ça aussi, c'était très comme dramatique, là, comme avec Pierre à 14 ans. C'était un monde imaginaire que je m'étais créé dans ma tête, puis la réalité, c'est pas ça pantoute. Et puis... la vie qu'on avait n'était pas possible. C'était pas... Puis, tu sais, j'ai pas envie non plus d'aller dans les détails, mais pour te dire que cette relation-là non plus fonctionnait pas. Puis, je suis partie avec mes enfants. T'sais. Comme tu as dit, sans rentrer dans les détails, mais il y a une petite phrase, tu as dit, qui me revient dans le début. On y va pas si tu veux pas y aller, mais tu as dit, parce que tu viens de reparler de Pierre, tu as dit... Pierre, ce moment-là, c'est la première fois que j'ai vécu de la violence conjugale. Ouais. Tu as dit ça, c'est la première fois. Fait que moi, quand on me dit c'est la première fois, ça veut dire que ça s'est répété. C'est dans ces relations-là que ça s'est répété? Ça s'est répété plus dans la rue avec les mauvaises associations. Dans ma relation, je te dirais pas que c'était une relation saine, la relation avec le père de mon fils. Il y a plusieurs définitions à la violence conjugale. Il y a plusieurs 100%. façons d'exprimer de la violence. 100%. C'était clairement pas sain, mais c'était pas juste lui avec moi. C'était dans les deux sens que c'était toxique. Tu sais. Puis je suis partie parce que je pensais que j'allais m'affranchir. Puis ça a créé l'inverse. Là. Ça a été plus difficile après. Peux-tu dire que tu t'es un peu retrouvé dans le même pattern que ta mère? Les deux kids séparés, pas trop de budget. Tu t'es retrouvé exactement là où ta mère était, puis c'est ce qui, toi, t'a magané à la base. Oui,
Oui, vraiment. Avec une fatigue émotionnelle j'étais pas capable de m'occuper de 2 enfants. J'étais bien quand j'avais juste ma fille, avant que le père de mon fils arrive dans le décor. Ça allait bien, j'arrivais à Ça gérer. gérait. Puis quand j'ai ajouté un enfant, puis un conjoint, puis c'est devenu trop, là. Moi, j'avais pas cette capacité, j'avais pas cette maturité-là. J'étais De pas gestion de tout ça. d'une maisonnée, là, tu sais, pas en tout. J'ai de Ben, misère la à me fille que jamais gérer, voulait là. être dans un cadre, que jamais voulait être dans la société, qui voulait être anarchiste puis punk. Ah, crèche, je comprends. Tu sais, c'est quoi tu veux? Moi, je veux faire fuck you la société, puis tu fais quoi? Ah, ben, j'ai une maison, 2 enfants. C'est comme, qu'est-ce que c'est un clash, là? Oui, vraiment. Mais, tu sais, cette recherche-là identitaire, tu sais, quand je te disais, mettons, là, à la sortie de la rue, je n'étais pas encore une citoyenne, mais je n'étais plus non plus une jeune de la rue, bien, c'est la même chose avec devenir une maman. Tu sais, tu sors de la rue, tu deviens une maman. Est-ce que je suis vraiment une maman? Est-ce que j'ai tout ce que ça prend pour être une maman? Aujourd'hui, je suis capable de te dire, ben non, c'était pas une bonne idée d'avoir des enfants à peine sortis de thérapie puis de la rue, mais c'est comme ça que la vie s'est présentée. C'est les choix que j'ai faits. J'ai essayé de faire le meilleur avec ce que j'avais, mais j'avais pas ce que ça prenait. Puis c'est beaucoup ça que j'essaie de faire réfléchir avec le 2e livre, c'est-à-dire, moi, je veux absolument pas qu'on pense que je cherche à blâmer mes parents pour ce qui est arrivé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient, puis où ils étaient rendus dans leur chemin de vie. La preuve, c'est ta sœur. Exact. Puis moi, malgré toutes les études, puis la reconstruction, puis les meetings que tu voudras, je pensais que je pouvais élever 2 enfants, mais non, clairement, il me manquait des bouts vraiment importants. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Je suis très fière de mes enfants. J'ai pas toujours eu la garde de mon fils. C'est son père qui l'a élevé majoritairement. OK. Quand il est rentré au secondaire, on a eu une garde partagée. Ma fille, je m'en suis occupée tout le temps. Mais je suis très fière des 2, puis je suis très fière de tout ce que je leur ai transmis. Mais malheureusement, je leur ai aussi transmis des lacunes. Puis je veux qu'on prenne conscience de ça comme société. Quand je dis on peut-tu prendre soin de nos petites filles ou nos petits gars aussi, quand on prend soin de nos enfants, est-ce qu'on peut pas venir aider notre frère, notre cousin, la voisine, d'y offrir 1 heure de notre temps, n'importe quoi, dessiner, peinturer avec l'enfant, l'amener jouer au parc, choisir ce qu'on a envie de faire, mais on peut, comme adulte, être un adulte significatif pour les enfants de notre entourage parce que tout le monde qui a des complexités humaines va transmettre une partie de ses complexités humaines à ses enfants. Fait que quand on est plusieurs adultes significatifs dans la vie d'un enfant, on arrive à couvrir bien plus large dans la construction de la personnalité de cet enfant-là. Comment ils vont, tes kids, aujourd'hui? Ils vont bien. Ils vont bien? Ma fille a 25 ans, vit à Québec, est épanouie, elle veut rien savoir de la Gaspésie. C'est une fille de la ville, elle a du fun, elle sort, elle a un réseau social incroyable, puis elle est bien dans sa peau. Tu sais, elle a une personnalité vraiment bubbly, comme on dit, là. Puis mon fils, c'est un jeune homme qui est allé travailler avec son père. Il est ses chiffres à l'usine, il fait du 12 heures. Je peux pas être plus fière, tu sais, qu'ils ont tous les 2 terminé leur secondaire. Ils ont tous les 2 trouvé un métier dans lequel ils sont bien, qu'ils se développent, ils sont contents de ce qu'ils sont. Mon fils, c'est vraiment un Gaspésien qui a construit un camp dans le bois avec ses chums de gars, là, tu sais, puis ils sont heureux chacun dans des vies très différentes. T'es fière d'eux autres? Vraiment. Sont-ils fiers de toi? Oui. Ouais. Ça, c'était spécial de sortir un livre, tu sais, d'expliquer à mon fils qui était quand même assez jeune, en 2020, là, il avait 13-14 ans, puis de lui expliquer l'importance de partager ça, tu sais. Puis quand les gens m'écrivaient, les gens du public qui m'avaient lu, qui écrivaient, je lui lisais les messages que je recevais. Je garde fils, c'est pour ça que je fais ça. Je l'appelle fils. Je dis, c'est pour ça que je fais ça. Vois-tu les gens que ça aide, que ça touche? C'est pas une histoire facile à partager. Ma fille était au courant bien avant lui, mais bon, il a fallu crever l'œuf avant l'apparition du livre. Mais il est fier que, justement, toute cette histoire-là, complètement absurde, bien, elle fasse du bien à d'autres personnes. 2011? 2011, c'est boy. Je m'en retourne vivre en ville. Je suis revenue à Longueuil. Je quitte la Gaspésie. Je m'en viens à Longueuil
pour me rapprocher de ma famille qui sont restés ici. Là. Moi, je m'étais exilée en Gaspésie. Puis, j'ai retrouvé un gars que j'étais tombée en amour avec en thérapie, là, puis je cours encore après l'amour. Puis, C'est vrai que tu as dit, je cours encore après aujourd'hui. non, non. Je suis très heureusement mariée aujourd'hui. Parfait, Tout va bien content de l'entendre. Mais, fait qu'on se retrouve dans un concours de circonstances, puis surtout grâce à Facebook. Hein, c'est fantastique, ça. Facebook, on retrouve du monde qu'on ne voulait pas retrouver. Puis lui, il fait encore partie de la gamique, puis tout ça, mais je suis donc juste contente de le retrouver. Puis ça clique comme ça cliquait avant. Puis lui, il consomme de l'oxycodone. Puis là, je me dis, ben c'est moins pire que de l'héroïne, tu sais. Fait que juste de le suivre avec l'oxycodone, puis bien sûr qu'il s'est retrouvé en prison. Puis je me suis dit, ben je vais arrêter, là. Moi, je l'avais pas, la plug pour les pilules, tu sais. Puis avec toute l'expérience que j'ai en dépendance, là, parce que c'était des médicaments, je pensais que ce serait moins pire que l'héroïne. Mais écoute, j'ai été hospitalisée. J'ai fait une pancréatite. J'étais rendue, je vomissais noir. On parlait de symptômes de sevrage tantôt. Là. C'est très violent, les symptômes. Puis je vomissais, puis c'était noir, ce que je vomissais, tu sais. J'ai été hospitalisée. Ils m'ont gardée 1 semaine parce que je ne pouvais pas téter une glace sans vomir. Puis le médecin, il m'a engueulée, là. Il était comme, vous auriez pu mourir de déshydratation, tu sais. C'est comme... Puis t'es une maman, là. Puis j'étais une maman. C'est ça, c'est vraiment ça, là. Ça a fait comme, ben voyons donc, Isabelle, tu sais, je pouvais pas travaillé croire... tellement fort. Oui, oui. T'as été tellement fière de toi. C'est vraiment... Je m'identifie vraiment comme une dépendante. Je ne peux pas dire non. Aujourd'hui, c'est le sucre, c'est la même Christie d'affaires, là. Si tu mets une barre de chocolat, c'est sûr que je la mange. Je n'arrive pas à dire non et pas le faire. Puis pourtant, je suis une femme avec beaucoup de volonté qui a accompli beaucoup de défis dans ma vie. Tu ne peux pas avoir meilleure personne pour te comprendre. Je suis pareil à ça. J'ai une volonté, je peux arrêter ci, je peux faire ci, je peux faire ça, mais il faut toujours que je m'accroche à un petit quelque chose. Je parlais à Étienne Boulay, qui a déjà fait le podcast, qui a eu des gros problèmes de dépendance. Puis là, c'est le cigare. Ah oui. On dirait qu'il faut qu'on aille quelque chose. Il faut s'accrocher à quelque chose. Il y a des choses mieux que d'autres. Moi, le gym en fait partie, ce qui est... mais encore là, ça m'a poussé à l'extrême, le gym. J'ai poussé ça trop loin, tu sais. J'ai poussé ça aux stéroïdes, à vouloir aller... Tu comprends? Fait qu'on finit toujours par s'accrocher à quelque chose qui est un peu trop malsain, mais qui... Tu sais, moi, j'ai de la misère à aller dans un magasin sans dépenser trop. Tu sais, je veux dire, on est toutes, là, tu sais. Un petit quelque chose. Tu parlais d'un dimanche que c'est plate, là, mais moi, je vais en dépenser de l'argent dans un magasin. Tu sais, je veux dire, on a toute notre dépendance à quelqu'un. Quand on a ça en nous. Oui. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème de jeu, mais je vais pas au casino. Non. Tu comprends? Je le sais ben trop, parce que un soir, je suis allé, puis je veux dire, je suis allé à plusieurs fois, mais il y a un soir où je suis allé, puis j'ai fait... Là, j'ai réalisé, ça, cette place-là est dangereuse pour moi. Fait que, tu sais, parce qu'on, tu sais, mais il y a des choses qu'on se dit, tu sais, comme toi, tu dis, c'est du chocolat, c'est pas dangereux, tout le monde en mange. Mais Chris, c'est... mais tu comprends, c'est qu'il va toujours avoir un côté néfaste, peu importe, même si c'est pas une chose nécessaire, on va se le dire, là, le chocolat, crissement moins pire que l'héroïne, là. Mais tu sais, il va toujours avoir un côté néfaste qui va revenir à ça. Tout le temps. Mais suite à cette rechute-là, en 2011... Je suis redéménagée en Gaspésie. J'ai dit, je vais mourir ici. Puis je suis retournée vivre en Gaspésie, rejoindre mon fils, que son père s'occupait. Puis j'ai pris la décision d'aller vivre en Gaspésie jusqu'à ce que mon fils ait grandi, ait terminé ses études, puis d'être présente, bien que je n'avais pas la garde à ce moment-là. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile. On parle de cure géographique des fois dans le milieu. Moi, ça m'a aidé parce que je n'aurais pas pu rester là et continuer à essayer d'être abstinente de nouveau. Mais c'est pas suffisant.
Puis non seulement ça, mais c'est que quand tu pars de la ville avec un mode de vie de ville, puis tu te retrouves dans le fin fond de Pointe-à-la-Croix, au-dessus d'une montagne à l'Alverne, il n'y a pas de dépanneur, là. Puis tu sais, il n'y a personne qui livre rien. Fait que faut que tu y ailles, tu n'as pas accès au commerce, à la culture, tu as la base, tu sais. Fait que ce que je voulais, c'était une vie de base, avec la tranquillité, le contact avec la nature, m'asseoir avec moi-même. C'est ça qui me fait du bien maintenant. Tu sais, c'est plus l'agitation. Là, je suis en ville. Là, ça bourdonne le soir quand je me couche. Là, tu sais, c'est ça. Ça commence déjà à te manquer, là. Ton coin, il te manque. Je vais être bien dans ma petite forêt quand je retourne dimanche. Puis, la dernière fois que tu as consommé? Le 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, encore une fois, avec un gentil monsieur. Puis, parce que je cours après l'amour. Puis c'est mon vide intérieur qui n'est jamais comblé par rien. J'en ai assez. Tu sais, j'avais lâché les speeds, ça faisait une couple de mois, mais je buvais encore. Mais lui, il faisait encore du speed, tu sais. Puis là, c'est comme s'il avait fallu que je décide qu'il fallait que je lâche tout. Le sexe, l'alcool, la drogue, la cigarette, tout. Il fallait que je remette le compteur à zéro. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis allée faire un meeting. Puis j'ai pris mon porte-clés de bienvenue, puis j'ai décidé d'être abstinente de tout pendant 1 an. Puis d'essayer d'apprendre à juste être avec moi. Puis d'apprendre à apprivoiser ce vide-là intérieur, puis de me dire que t'en mourras pas. Là. C'est moi. Je suis faite de même. Je suis capable de vivre avec moi-même. Puis quand j'ai atteint 1 an, je me suis engagée pour une autre année d'abstinence de sexe, de tout le kit. Puis ça m'a tellement fait du bien là, que je voulais plus être en relation. Je voulais avoir peut-être des fréquentations occasionnelles, là, mais je me disais, hey, là, je suis bien, j'ai trouvé la recette, là, je suis équilibrée au niveau du travail, la famille, là, tu sais, tout, là, ça marchait. Vivre avec moi-même, le cerveau clean avec moi. Avec moi, puis tout de moi, mon histoire, puis tout le kit, puis j'étais bien, moi, je ne change plus la recette, tu sais. Puis mon conjoint est rentré dans ma vie quelques mois avant quelques mois avant COVID. Je venais de sortir mon livre, j'étais allée rencontrer des amis pour leur en remettre, puis on avait des amis communs. Puis ça a été le début d'une magnifique aventure, et avec lui, et avec le livre, tu sais, que ça a été le début de ma vie assumée en toute conscience de qui je suis, c'est quoi le bout qui m'appartient, mes responsabilités à moi, arrêter de blâmer les autres pour ce qui m'est arrivé, puis de toujours me demander dans des situations compliquées, c'est quoi le bout qui m'appartient, c'est quoi que moi je peux faire ici, puis le reste, apprendre à me détacher parce que ça ne m'appartient pas, puis je peux pas le changer, je peux pas rien faire pour quelqu'un d'autre. Je peux être là. C'est tout ce que je peux faire pour quelqu'un. Là, tu es heureuse et mariée. Oui. Amoureuse. Dans ta Gaspésie. Ça fait 5 ans. J'ai 2 questions pour toi. C'est des questions que je pose souvent à mes invités en fin d'entrevue. Je t'ai demandé si tu étais fière de tes enfants. Tu me dis oui. Je t'ai demandé si tes enfants étaient fiers de toi. Tu me dis oui. Est-ce que tu es fière de toi? Tellement. Tellement. Mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir accueilli toute cette histoire absurde-là. Puis d'arrêter de chercher à créer de la distance entre moi et cette partie-là de ma vie. Je suis qui je suis. J'ai la force que j'ai aujourd'hui. J'ai traversé toutes ces épreuves-là, puis je peux faire quelque chose de bien avec ça. Puis c'est ma nouvelle... je ne suis pas en mission sur Terre, là, mais c'est comme ça m'habite de vouloir partager. Puis c'est pour ça que je te remercie de m'accueillir à ton podcast. Je sais que tu es très écouté. Merci d'être là. C'est vraiment un bon podcast. J'adore t'écouter parce que c'est toujours ces rencontres humaines-là. Il y a des humains derrière les étiquettes qu'on voit dans les manchettes, là, puis ton podcast permet d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Puis c'est ce que moi, je veux faire avec mon histoire, d'aller en arrière de l'étiquette, de l'itinérance, de la dépendance. On m'a remercié souvent pour ce podcast-là, mais il n'existe pas
si vous ne venez pas, si vous n'êtes pas prête à venir me rencontrer, puis vous n'êtes pas prête à parler de votre vécu, ce qui n'est pas toujours facile. La preuve, c'est que je ne le fais pas moi-même. Je l'ai fait par bride dans quelques autres podcasts. On me le demande souvent de faire le mien. Et je suis pas prête. Je suis pas prêt à le faire. Puis en même temps, puis c'est drôle parce que tantôt, j'ai dit quelque chose. Puis j'ai dit, il y a souvent du monde qui disent, ah, tu sais, moi, mon parcours. Puis à chaque fois qu'on me dit ça, ça va être un des épisodes les plus plates. Puis, je convainc des gens de venir qui disent exactement ce que je dis. Ouais. Et des gens qui sont pas prêts. Moi, je le suis pas encore. Fait que des fois, je me sens un peu pas opportuniste ou à me dire comme tu viens me raconter, moi, je suis pas prêt. Mais même ça n'empêche pas que pas parce que je suis pas prêt à la raconter ou à tout dire de A à Z que je suis pas capable de les écouter et de les partager, par exemple. T'sais. Ma dernière question. As-tu peur de toi? Plus maintenant. Non? Non. J'ai confiance. J'ai confiance que j'ai construit une vie aujourd'hui où que j'ai plus besoin de fuir. Puis c'est un peu un cliché là, dans les salles quand on dit ça, mais j'ai vraiment, littéralement, beaucoup de satisfaction dans la vie que je me suis construite. Les personnes que j'ai laissées entrer dans ma vie sont des personnes saines. J'ai arrêté de répéter des choses qui me créent du tort. Je fais souvent les choses qui me font du bien. Puis cette connexion-là avec les humains, de nourrir l'aspect relationnel de ma vie, c'est tellement satisfaisant sur tous les plans, professionnels, personnels, relationnels. Mais j'ai toujours peur de retourner consommer. Je veux jamais me retrouver dans une situation où je me dis c'est une option. Ça me fait peur. Puis c'est ça qui me garde dans les salles, pour voir les nouveaux arriver. Penses-tu être assez forte si jamais ça arrive? J'ai plus d'obsession quand quelqu'un consomme devant moi. Là, ça arrive dans des parties, là, puis ça me donne pas envie de consommer. Puis d'ailleurs, je quitte les parties assez de bonne heure parce que je me rends compte qu'après une coupe de bière, le monde devient plate. Quand on est à jeun, hein? C'est qui nous tape ses nerfs vite. C'est ça. Pour passer une bonne partie de ma vie d'un bar à cause de l'humour. Ouais. Oh, des fois, il y a du monde qui vient te jaser après les shows parce qu'ils t'aiment bien, mais je suis comme, hey, je suis sûr que je t'aimerais mieux si t'avais 4 bières de moins dans le corps, moi, tu sais. Merci énormément d'être venu, de partager, d'avoir écrit ces livres-là qui vont peut-être aider l'enfer d'une fille de rue, le début du calvaire d'une jeune femme. C'est mieux, d'après toi, je sais que lui a été écrit avant lui, mais lui raconte avant lui. On commence par lequel? On commence par l'enfer d'une fille de rue. OK. Parce que... On connaît l'histoire, puis après ça, on apprend. On veut savoir pourquoi elle s'est retrouvée là, tu sais. Good. Sauf si on est mêlé quand on écoute un film qui recule en arrière puis qui avance en avant. Dans ce cas-là, vous lirez le début du calvaire au début, là. Mais bon. Sinon... Si t'as écouté les Star Wars... C'est ça. Ça dépend comment t'as écouté Star Wars. Si quand t'as découvert ça, t'es parti de l'épisode 1, bon, lis le deuxième en prenant. Peu importe. L'important, c'est qu'ils les lisent. S'ils veulent comprendre ton histoire, on va mettre tout dans la description sur YouTube. Dans la description, en fait, si vous écoutez à l'audio, allez juste sur YouTube, dans la description. Tout va être là. À un clic. Venez m'écrire. C'est ça, de pouvoir te contacter, de pouvoir t'écrire ou te procurer le livre. Oui. Merci de ton passage. J'espère que vous avez apprécié l'épisode au parloir.